Je m'appelle Chantal Doucet, professeure clinicienne au département de chiropratique. Nombre d'entre vous le savez déjà. Et Louise Marcotte, clinicienne, sommes responsables de cette activité annuelle qui est le mois de la scoliose. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cet événement qui est le volet scientifique du mois de la scoliose. En effet, à chaque année, nous avons le privilège d'accueillir un chercheur qui nous entretient sur les avancées de la scoliose idiopathique. Encore cette année, cette règle s'applique à notre conférencier invité. Permettez-moi de vous présenter sa feuille de route. Le Dr Hubert Labelle, professeur titulaire au département de chirurgie, chef de la division d'orthopédie pédiatrique depuis 30 ans. Il a été chef du service d'orthopédie au CHU de Sainte-Justine pendant 18 ans. Vous me corrigerez si je fais des erreurs. Actuellement, chef du pôle d'excellence sur les déformations musculo-squelettiques, l'une des 5 équipes de recherche thématique au Centre de recherche à l'hôpital Sainte-Justine. Il est également le titulaire de la chaire de recherche en sciences du mouvement de l'hôpital Sainte-Justine et de l'Université de Montréal, dont les activités sont centrées sur l'amélioration des traitements de la scoliose. Ses intérêts en recherche sont le dépistage scolaire, l'évaluation 3D et le traitement des déformations vertébrales assistées par ordinateur, que ce soit par corset ou en chirurgie, de la scoliose idiopathique. Il s'intéresse de même à l'analyse sagittale de la spondylolistèse. Le Dr Labelle a participé à plus de 50 conférences en tant que conférencier invité. Il est l'auteur de plus de 300 articles revus par les pairs et il a rédigé plus de 200 chapitres de livres. Aujourd'hui, le Dr Hubert Labelle nous entretiendra sur les perspectives du dépistage de la scoliose, 30 années de chirurgie orthopédique pour la scoliose. Finalement, à titre d'information, nous vous prions de réserver vos interventions et vos questions à la fin de la conférence, s'il vous plaît. Nous sommes maintenant prêts à accueillir notre conférencier, le Dr Hubert Labelle. Merci. Merci beaucoup de la présentation. Je remercie Dr Doucet et Dr Marcotte de l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir venir vous parler aujourd'hui. J'ai déjà donné différents cours à des étudiants à l'Université de Montréal. C'est la première fois en chiropratique. Donc, nouvelle chose pour moi. Donc, je vais vous parler du dépistage précoce de la scoliose et après ça de la chirurgie. Vous voyez l'hôpital Sainte-Justine, pour ceux parmi vous qui ne le connaissent pas, vous voyez la partie blanche qui est sur la gauche. C'est une ancienne photo, c'était le nouvel hôpital en train de se construire. Il est construit, on entre dedans, on est entré dedans là, actuellement, et donc l'hôpital a doublé de volume là, dans les dernières semaines, et on va avoir des tout nouveaux blocs opératoires, des nouvelles choses pour les patients. Alors, notre hôpital prend du volume, et c'est vraiment le CHU mère-enfant du Québec et le plus gros hôpital mère-enfant au Canada maintenant. Peut-être certains se demandent pourquoi il y a une diapositive en anglais là-dedans. Un, c'est parce que j'ai oublié de la changer, mais surtout, ça va me permettre de vous introduire. Ça, il y a des présentations que je donne où je suis obligé de garder certaines diapositives en anglais pour différentes raisons, là, des articles scientifiques et des choses comme ça. Donc, vous allez voir un petit peu d'anglais durant ma présentation. Alors donc, je commence par mes conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts qui sont pertinents à cette présentation-là. Premièrement, je détiens des actions dans une compagnie à Montréal qui s'appelle Spinalogics, qui fait des produits médicaux, dont un s'appelle le ScolioScreen, puis je vais vous en parler un peu plus tard dans la conférence. Le deuxième conflit d'intérêt que je veux vous déclarer, c'est qu'on a reçu de l'argent pour de la recherche et développement de compagnies qui font des orthèses, pour un simulateur qui s'appelle BraceSim qu'on a développé. Nous, alors, il y a une entente de collaboration et comme je vais vous en parler un peu plus tard, il faut que vous soyez au courant de ça. Et finalement, on a aussi des subventions de recherche dans notre groupe de différentes compagnies, mais qui n'ont pas de rapport direct là, avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Deux sections. La première, c'est sur le dépistage de la scoliose et la deuxième, la chirurgie. Donc, dans la première section, je veux un peu vous convaincre que la détection précoce de la scoliose, c'est quelque chose qui est valable, mais qui doit vraiment être repensé. Et le deuxième but que j'ai dans cette section-là, c'est de vous convaincre que le traitement par corset de la scoliose, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui pourrait être grandement amélioré. Donc, commençons par le dépistage de la scoliose, ou qu'on appelle le dépistage scolaire de la scoliose, ou SSS, comme vous voyez, parce que ça a commencé, il n'y a pas si longtemps que ça, mais dans les années 63, dans une petite ville du Minnesota, où on a commencé à faire du dépistage dans une école.
sous l'influence de personnes qui étaient intéressées à la scoliose à ce moment-là au Minnesota, où il y avait un groupe de chirurgiens intéressés là-dedans. D'ailleurs, un des gros textbooks en chirurgie sur la scoliose vient du Minnesota, de ce groupe-là. Et quelques années plus tard, l'État du Minnesota a décidé de faire du dépistage scolaire sur une base volontaire dans tout l'État, puis ça s'est implanté progressivement à partir de là. Et je fais une distinction ici que dépistage de scoliose ou détection précoce, ce n'est pas exactement la même chose que le dépistage scolaire de la scoliose, même si à date, c'est beaucoup du dépistage scolaire qui s'est fait là-dedans, mais il y a une grosse nuance à faire là-dedans. Donc, au début des années 70, au Canada et un peu partout, en fait en Amérique du Nord, suite à cette initiative-là au Minnesota, il y a eu des programmes de dépistage scolaire qui ont été institués sous la promotion des groupes médicaux qui s'intéressaient à ça. SRS, c'est la Scoliosis Research Society, et d'autres groupes de médecins qui étaient intéressés à ça, des pédiatres, etc. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? À ce moment-là, il y avait des infirmières dans toutes les écoles. Alors, on demandait aux infirmières d'examiner tous les enfants à la fin du primaire puis au début du secondaire et de faire pencher l'enfant, puis de l'examiner et de faire ce qu'on appelle le Adams Forward Bending Test que vous voyez là. Donc, vous voyez une infirmière là, qui est en train de faire ça. Et l'idée du dépistage, c'était que les infirmières, dès qu'ils notaient une asymétrie au niveau du dos, qu'ils réfèrent les patients dans le milieu médical pour une évaluation plus complète. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Au Canada, le gouvernement du Canada a institué un task force, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais il y a un organisme qui s'appelle le Canadian Task Force on Preventive Health Care, qui est un groupe de personnes qui se réunit et dont le travail est de vérifier toutes les mesures de dépistage qui sont en place au Canada, puis de voir si c'est efficace ou pas. Donc, vous me voyez en haut à droite, là, un gros livre, puis il y a une section, la section 31, qui était sur le dépistage. Et dans les années 79, donc à peu près 10 ans après que le dépistage soit institué au Canada, ils ont revu cette intervention-là qu'on faisait dans les écoles. Et ils ont décrété à ce moment-là qu'ils pensaient que c'était pas efficace, ou du moins qu'il n'y avait pas assez d'évidence scientifique ou de données probantes pour recommander le dépistage scolaire au Canada, tel qu'il était fait. Pourquoi ça? Il y avait deux raisons. La première, c'est qu'ils trouvaient que la méthode de détection qui était employée n'était pas adéquate. Ça, c'est ce qu'on appelle le Adams Forward Bending Test que vous avez vu précédemment. Et pourquoi? C'est parce que les infirmières devenaient trop bonnes, puis dès qu'ils voyaient une petite asymétrie du dos, ils référaient tout de suite les enfants dans le milieu médical. Et ça produisait la maladie qu'on a appelée le scoliosis. Donc, ce n'est pas la maladie des enfants qui on pense qu'il y a des scolioses vues à l'école, mais qui en fait n'ont rien. Et une grande portion d'enfants qui étaient référés par les infirmières à ce moment-là étaient référés pour rien parce que soit il n'y avait pas de scoliose ou il y avait des tout petites scolioses non évolutives. Deuxième raison pour laquelle ces gens-là, qui sont des épidémiologistes, ont dit que ce n'est pas une bonne mesure, le dépistage scolaire, c'est qu'à ce moment-là, le traitement par corset, il disait l'efficacité du corset n'est pas vraiment démontrée. Donc, vous faites du dépistage pour faire un traitement précoce. Votre traitement précoce, c'est le corset, puis on ne sait pas si ça marche. Alors, à partir de ce moment-là, aux États-Unis, la même chose est arrivée. Ils ont un task force aussi qui s'appelle le US Preventive Services Task Force, qui a fait la même chose, qui a évalué la mesure de dépistage scolaire. Puis eux autres, au début, ils ont décidé qu'ils lui ont donné une cote I, qu'on appelle. Vous voyez les différentes cotes qu'ils peuvent donner quand ils évaluent des mesures de dépistage. La cote I, c'est Insufficient Evidence pour recommander le dépistage scolaire ou le dépistage de la scoliose. Donc, au Canada et aux États-Unis, la même décision a été prise. Un peu plus tard, en 2004, le même organisme a révisé sa position, puis là, a donné une cote D, le rouge, donc disant on recommande contre le dépistage de la scoliose. Donc, ils ont changé complètement leur avis. C'est une mesure qui a été, en 2004, assez controversée, puis le milieu médical a réagi un peu à ça, particulièrement les gens qui s'intéressaient à la scoliose, la Scoliosis Research Society, puis on dit, on est inquiet parce que vous dites là, que en plus, c'est pas bon, alors que vous n'avez pas fait de réévaluation du tout de la littérature, vous vous basez juste sur ce que vous aviez dit avant, puis il n'y a pas eu vraiment d'autres nouvelles données. Alors, ça a été un petit peu décrit à ce moment-là, mais la cote, depuis ce temps-là, reste encore, puis encore aujourd'hui aux États-Unis, puis au Canada, ce sont ces cotes-là face au dépistage. Il
faut comprendre aussi que c'est une mesure controversée, puis il y a toutes sortes d'avis dans le monde. Je vous présente ici un article qui a été publié il n'y a pas tellement longtemps par une dame qui est une scientifique, mais une historienne, qui a revu ce problème-là. Puis elle a dit, essentiellement, je ne comprends pas pourquoi on fait encore du dépistage au Canada puis aux États-Unis, parce que, d'abord, les task force ont dit que ce n'était pas tellement bon, puis deuxièmement, on essaie de propager l'idée que la scoliose, c'est une maladie grave, alors que ce n'est pas une maladie grave du tout. Donc, il y a côté médical, côté d'autres personnes qui regardent ça, alors il y a quand même beaucoup de controverses. Pourquoi ça? Bien, je pense qu'il faut se rendre compte que quand on parle de scoliose, de déformation, en particulier de la scoliose idiopathique, il y a beaucoup d'enfants atteints qui ont soit des asymétries ou des petites scolioses, mais peu ont besoin de traitement. Alors, quand on regarde la population qui ont des scolioses, puis ceux qui ont vraiment besoin de traitement, que ce soit des traitements par corset, par physio, par chirurgie, ça représente à peu près 5 à 10 des gens. Donc, il ne faut jamais oublier ça, et c'est particulièrement vrai dans les petites courbures. Donc, si on fait beaucoup de traitements, on va de toute façon avoir 90 de bons résultats, puisqu'il y a 90 des scolioses qui ne progressent pas. Il faut garder ça en ligne de compte. Donc, c'est un sujet controversé, le dépistage de la scoliose. Et si on regarde actuellement dans le monde, ce qui se passe actuellement, bien, c'est très varié. Ça va d'endroits, comme je viens de vous le dire, au Canada où c'est discontinué depuis les années 70. Aux États-Unis, il y a encore des États, quand même moins que 20 États qui font encore du dépistage, mais les autorités sanitaires recommandent contre. Afrique, Amérique du Sud, il n'y en a pas. Quand on regarde dans l'Europe, c'est très varié. Il y en a qui font du dépistage, il y en a qui font du dépistage institutionnalisé avec le gouvernement, puis il y en a qui sont contre le dépistage. Alors, il y a un peu partout, n'importe quoi. Au Japon, particulièrement à Hong Kong et en Chine, il y a des programmes obligatoires, aussi à Singapour. Puis en Australie, eux autres aussi, ils ont fait la même chose qu'au Canada. Ils ont arrêté de faire le dépistage, mais ils ont recommencé des nouveaux programmes dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Quand on regarde les décisions qui ont été prises par les autorités sanitaires, ça n'a pas été pris à la légère quand même. C'est des gens qui ont étudié tout ça. On peut se demander, c'est des décisions qui ont été prises, en tout cas pour le Canada, il y a une trentaine d'années, 1980. Est-ce qu'il y a eu du changement depuis ce temps-là qui pourrait nous inciter à dire peut-être qu'il faut réévaluer la situation? La réponse est un gros oui. Puis il y a deux affaires qui ont changé principalement. C'est ce que vous voyez ici. D'abord, il y a un instrument de détection de la scoliose qui a été inventé par un docteur, M. Bonnell, qui s'appelle le scoliomètre, que vous connaissez probablement, et qui a changé beaucoup la donne, parce que là, on est capable de quantifier la déformation qu'on voit. On ne fait pas juste la regarder, on peut donner un chiffre dessus. Ça nous permet de mettre des seuils, puis des seuils de détection, ce qui est très différent de quand on avait, par exemple, une infirmière qui voyait une petite asymétrie, puis qui tout de suite disait « cet enfant-là est malade », puis l'envoyait, elle le médicalisait finalement. La deuxième chose qui a changé, c'est que plus récemment, il y a eu une publication qui a démontré avec une évidence assez forte que, pour la première fois, que les corsets fonctionnent dans le traitement de la scoliose idiopathique, puis je vais en revenir un petit peu plus tard. Donc, moi, quand je me suis intéressé à ça, en voyant ça, je me disais, moi, je pense qu'il faut réévaluer ça, les décisions des autorités sanitaires face au dépistage de la scoliose. Puis la première chose que j'ai fait, je dis, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Et on avait une situation où le dépistage avait été arrêté dans la province de Québec, en tout cas à la fin des années 70 ou début 80 à peu près. Alors là, on avait heureusement des bonnes données des enfants qui étaient envoyés pour dépistage dans ce temps-là. Et on a décidé de regarder une quinzaine d'années après quel était le tableau des enfants qui étaient référés pour des scolioses pour comparer ça. Et c'est ça, cette publication-là qu'on a faite il y a quelques années. Et vous voyez en bas une étude de Moret là, du Québec qui était dans le temps du dépistage. Il avait dépisté à peu près 30 000 enfants, puis il en avait envoyé 2 868 dans le système médical, dont la grande majorité, comme vous voyez, 62 n'avaient pas de scoliose ou ne méritaient pas de suivi. C'était une référence qu'on appelait inappropriée. 37 par ailleurs étaient appropriés comme référence, puis 1 était ce qu'on appelle des références trop tardives. Puis par des références trop tardives, on voulait dire des enfants qui arrivaient un petit peu tard pour le traitement par corset, donc pas un traitement optimal, ou qui arrivaient avec une scoliose pour laquelle le seul traitement possible, c'était une chirurgie.
ce qu'on veut éviter en principe. Alors, on a regardé, nous autres, la situation à peu près 20 ans plus tard. On a regardé pour une année. Cette année-là, évidemment, il n'y a pas eu d'enfants screenés puisque ce n'est plus en place, mais on a reçu à peu près 500 demandes de consultation pour des scolioses idiopathiques. Il y en avait quand même un très haut niveau, 42 qui étaient encore référés de manière inappropriée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de scoliose, on n'avait pas besoin de les suivre ou de les... Bien, peut-être qu'on les suivait, mais il n'y avait pas besoin de traitement, puis on considérait qu'il n'y avait pas de scoliose notable. Encore 40 à peu près étaient référés de manière appropriée, mais regardez la dernière colonne, 19 étaient référés trop tard dans le système médical. Donc, on est passé d'à peu près 1 dans le temps du dépistage scolaire à presque 20 de références inappropriées. Ça veut dire que tous ces enfants-là arrivent tardivement dans le système parce qu'on ne les a pas détectés avant. Puis, à un moment, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que le dos est croche, puis il l'envoie dans le système médical. Donc, à partir de cette étude qui est rétrospective, ça donnait quand même une suspicion que peut-être il faut réévaluer la situation, que ce n'est pas tout à fait approprié ce qu'on fait actuellement en mesure de détection et de prévention de la scoliose. Et depuis ce temps-là qu'on a fait cette étude-là, il y a 2 autres études que je vous montre ici, faites dans d'autres pays qui étaient des situations similaires, qui ont démontré exactement la même chose. Donc, après ça, je vous dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pousser là-dessus, puis comment on peut faire pour faire réévaluer cette situation-là. Puis la réponse, bien, je pense que c'est la réponse que toute personne scientifique doit avoir, c'est qu'il faut vérifier et se fonder sur ce qu'on appelle la médecine fondée sur les faits ou le evidence-based medicine, qui est un terme qui est sorti il y a quand même assez longtemps par M. Sackett. Puis ça, c'est vraiment d'analyser de manière critique la littérature, de se fier à son jugement clinique avec l'interprétation de la littérature, puis de voir les valeurs et les préférences des patients. Et tout ça fait qu'on parvient à prendre des décisions plus éclairées face à ce qu'il faut faire. Donc, on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Et vous êtes probablement tous familiers avec cette pyramide-là, ou si vous ne l'êtes pas, ça vaut la peine, je pense, de l'être, parce que c'est ça la base du evidence-based medicine, c'est-à-dire on se fie sur des faits, et quand on regarde les faits, qu'on lit habituellement dans la littérature, il y a différentes gradations en importance comme valeur de l'information qui nous est présentée. À la base de la pyramide, qui est l'évidence la plus basse, c'est, ça pourrait être ce que je viens vous faire ici, l'opinion d'expert. Autrement dit, quelqu'un qui dit « Ah, il est un expert », puis je viens ici, puis je vous dis « Ah, il faut faire ça, 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 ça », puis je vous dis « C'est comme ça parce que c'est ça mon expérience ». Ça vaut quelque chose, mais c'est faible comme évidence, parce qu'on peut se tromper facilement, on peut avoir toutes sortes d'opinions, puis ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Si on monte tranquillement dans les affaires, il y a ce qu'on appelle les séries de cas, c'est-à-dire on prend des cas, on revoit tous les cas qu'on a faits, puis on regarde de quoi ça a l'air. Après ça, il y a des études rétrospectives, il y a des études avec un contrôle, donc un témoin, qui sont déjà un peu plus fortes. Puis après ça, on monte aux études les plus fortes, qui sont les essais contrôlés et randomisés. Et un peu plus haut encore, il y a des revues systématiques de la littérature qui sont cotées comme étant encore de l'évidence encore plus forte en faveur ou non de ça. Donc ça, je pense que c'est une chose que vous devez suivre et je pense que c'est la base, que ce soit en chiropratique, en médecine, n'importe où, c'est ça qu'on est supposé faire si on veut avoir une approche scientifique de la littérature. Les niveaux d'évidence ont été gradés. Vous voyez, c'est une échelle qui est utilisée assez fréquemment maintenant, qui grade ces études-là que je vous ai montrées, de niveau 1, qui est une évidence assez forte, avec peu de biais, jusqu'au niveau 5, qui est l'opinion d'experts sans données scientifiques, qui, elle, est pleine de biais. Ça ne veut pas dire que tout ça, c'est quand même valable, mais plus on monte dans cette échelle-là, meilleure est la certitude que ce qu'on fait est bon. Alors, on a pris cette approche-là, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire pour le dépistage scolaire? Bien, on va essayer d'évaluer cette technique-là, puis de voir qu'est-ce que la littérature a à nous dire. Puis, heureusement, l'Organisation mondiale de la santé a publié il y a longtemps des critères pour évaluer n'importe quelle méthode de détection. C'est ce qu'on appelle les critères de Wilson et Jungner. Et je les résume ici, mais il faut essentiellement, quand on veut voir l'efficacité d'un système, il y a 5 aspects à vérifier. Il faut vérifier l'efficacité technique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un test de dépistage qui est valable et efficace. Il faut voir l'efficacité clinique, est-ce qu'on arrive à dépister. Il faut voir si le programme apporte quelque chose de bon. Il faut avoir un traitement qui est efficace.
Et il faut regarder les coûts puis voir que les coûts en valent la peine avant d'être. Puis si on a de l'évidence scientifique dans ces 5 domaines-là, on considère que c'est quand même assez fort comme mesure de détection. Donc, on a pris ce modèle-là et on a décidé de faire une revue critique de la littérature sur ce qu'il y avait il y a quelques années là-dessus. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a revu d'abord la littérature en utilisant des mots clés. On a revu 4 bases de données que vous voyez là, qui sont des bases de données utilisées fréquemment, dans lesquelles on peut accéder à, pas toutes, mais la grande majorité des articles qui ont été publiés. On a retenu à partir des critères qu'on avait 142 études qu'on considérait valables et qui correspondaient à nos critères. Puis là, on les a fait lire et évaluer par 2 personnes chaque article, un épidémiologiste et un orthopédiste dans notre équipe de recherche. Chacun a lu et gradait les études avec différentes manières de cotation. Il y a un instrument qui s'appelle le Downs and Black qui contient 28 questions à répondre à propos de l'étude et ça nous donne une valeur chiffrée pour indiquer la force de l'étude à laquelle on est en présence. Alors, ça a tout été fait, ça. Et ensuite de ça, on a essayé de grader l'ensemble de chaque corps selon les 5 mesures que je vous avais montrées pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est qui est bon là-dedans. Et quand on a eu fait ça, on a présenté ça, cette évidence-là, qui avait été toute mise ensemble, gradée, cotée. On a pris des panels de gens qui connaissaient le problème de la scoliose. Dans ce cas-ci, on s'est adressé à une société canadienne et à une société québécoise avec 21 personnes. Qu'on a rencontrés séparément, les 11. On a fait des panels. On a utilisé une méthode de discussion qui s'appelle le protocole Delphi, qui essaie d'obtenir un consensus à partir de la littérature scientifique qui est présentée à ces membres de panel-là. Et on essaie d'en arriver à un consensus. Et les 2 panels ont eu un consensus en déclarant que le screening ou la détection précoce de la scoliose était efficace dans 4 des 5 modules que je vous ai présentés là-dessus. Donc, quand même une évidence intéressante disant qu'il semble, la littérature, quand on la regarde dans 2014, je pense que c'était à ce moment-là, il y a de l'évidence scientifique pour supporter le dépistage. Après ça, à cause de notre intérêt, l'organisme dans lequel nous, on œuvre beaucoup comme chirurgien, s'appelle la Scoliosis Research Society, et ils nous ont mandaté de faire un groupe international puis de revérifier ça aussi sur le plan international. Donc, on a pris des gens des États-Unis, d'un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, 2 épidémiologistes, puis on a refait le même processus et on est arrivé à peu près pas à peu près à la même chose, puis on a fait des recommandations qui sont maintenant disponibles, qui sont supportées par la Scoliosis Research Society. Et donc, encore là, on a trouvé qu'il y avait de l'évidence scientifique modérée à forte pour supporter 4 des 5 sections qu'on étudiait pour déterminer si le screening de la scoliose était bon. Le seul qui n'était pas jugé efficace, c'était le coût, parce qu'il n'y a malheureusement pas de littérature sur les coûts des programmes de dépistage. Et on n'était pas capable de statuer là-dessus. Et on s'est aperçu que clairement, particulièrement en ce qui concerne le scoliomètre, par exemple, c'est un instrument adéquat, valable, reproductible. Et selon les études qui étaient présentes, le niveau de référence était quelque part entre 5 ou 7 degrés. Quand on utilise un scoliomètre, donc 6 degrés semble être peut-être le point milieu. Tout ce qui est au-dessus de 6 degrés devrait être référé dans un milieu médical, alors qu'en bas de ça, probablement que ça ne vaut pas la peine de référer, il faut simplement suivre. Il y a eu toute une suite de recommandations là-dessus, mais en gros, on disait que oui, comme après une revue critique ou systématique de la littérature, on pense que c'est une mesure valable, sauf pour un domaine qui est le coût. Évidemment, il y a eu très peu d'études de coûts qui ont été faites. On ne sait pas combien ça coûtait dans le temps le dépistage scolaire. Puis il faut prouver que la mesure est efficace au point de vue coût versus les frais qui sont générés dans le système médical. Et donc, on recommandait donc de faire plus d'études là-dessus. Donc, en résumé, quand on a regardé ce problème-là avec les données probantes, nous, notre évaluation, c'est qu'on pense que oui, c'est efficace, puis qu'il faut penser à réinstituer la détection précoce. Et je ne dis pas la
Scoliosis School Screening, mais la détection précoce de la scoliose, c'est quelque chose, je suis convaincu que c'est quelque chose qu'il faut réinstituer sous une forme ou une autre. Donc, j'en arrive à un petit peu la conclusion que je voudrais vous présenter à propos du dépistage. Je pense que c'est valable, mais qu'il faut repenser ça. Et on ne peut plus, malheureusement, d'abord, je pense que vous le savez, il n'y a plus vraiment d'infirmières dans les écoles qui sont aptes à faire ça. Alors, avant de réinstituer une mesure comme ça, le dépistage scolaire, je pense que c'est compliqué au Canada. On va avoir beaucoup de difficultés et il faut trouver des moyens nouveaux pour repenser le dépistage précoce de la scoliose. D'autant plus que les revues qu'on a faites, nous, des coûts de ça, on ne peut pas vraiment rien dire là-dessus. Ce qui m'amène à vous dire que si on a des nouvelles approches, quelles sont ces nouvelles approches-là qu'on pourrait faire? Bien, une que je trouvais, moi, intéressante, c'est ce qui a été fait en Australie. Eux autres aussi ont fait la même affaire que nous autres au Canada. Ils ont fait des programmes de dépistage, ils ont revu ça au point de vue valeur dans les années 70-80, puis les autorités sanitaires ont dit non, c'est pas bon, arrêtez ça, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Même chose qu'au Canada. Eux autres ont décidé après ça, sous l'impulsion des autorités médicales là-bas, qui s'intéressent à la scoliose, de faire un programme de détection précoce. Pareil comme on prend l'autodétection des cancers du sein, examinez-vous, puis voyez si vous avez une masse au sein ou pas. On envoie aux parents des pamphlets en Australie, aux parents qui ont des enfants en âge d'être dépistés, puis on leur dit, bien, regardez vos enfants, puis vérifiez voir s'il y a une scoliose, puis si vous pensez qu'il y en a une déformation, consultez un médecin. En gros, c'est ça qu'on leur dit. Je pense que c'est intéressant comme approche. Le problème avec ça, c'est que vous le voyez à droite de la diapositive, c'est ce qu'on recommande comme test de dépistage. C'est exactement ce qu'on faisait avec les infirmières il y a 30 ans, puis c'est ça qui a mené à l'arrêt des programmes de dépistage. C'est encore un test de flexion vers l'avant, le Adams Forward Bending Test, qui est bon, mais que les parents, tout de suite, quand ils vont voir une asymétrie, ils vont vouloir faire voir leur enfant. Soit en chiropraxie, ils vont chercher le milieu médical, puis on va arriver à la même affaire. On va avoir la scoliosis, ça va être la même chose. On va avoir plein de scolioses ou de gens qui n'ont pas de scoliose qui vont être médicalisés pour rien, engendrant des coûts et des visites inutiles. Parce qu'une fois qu'on voit un enfant avec asymétrie d'épaule, peut-être scoliose, on a tendance à les revoir, puis ils restent dans le système médical, puis ça génère des coûts, puis ce n'est pas efficace comme méthode. Donc, c'est quand même une bonne idée, moi je trouvais ça, mais il faut repenser ça. Une des façons qu'on a décidé de faire ça, puis j'en arrive ici à mon premier conflit d'intérêt que je vous marquais, c'est qu'on s'est dit, bien, la raison pour laquelle les parents ne font pas le dépistage correct, ou disons que les gens ne le font pas, c'est que la mesure de détection qu'on a qui a été montrée efficace, c'est le scoliomètre. C'est ça maintenant le gold standard pour dépister une scoliose. Ce n'est pas disponible à tout le monde. L'instrument coûte, selon l'endroit où vous l'allez, entre 100 et 150, et c'était même 200 $ quand moi j'ai commencé cet instrument-là. Et donc, il y avait à peu près juste les gens qui voyaient de la scoliose à tous les jours qui avaient l'instrument disponible pour eux autres. Fait qu'on s'est dit, tout le monde a un téléphone intelligent maintenant, puis quand vous allez chercher dans votre App Store des programmes pour mesurer un inclinomètre, parce que c'est ça que c'est, un scoliomètre, c'est uniquement un instrument en 5 calibré qui mesure un angle quand on le pense. Il y a plein de programmes gratuits que vous pouvez avoir et mettre sur votre téléphone. Donc, on s'est dit, ça, c'est probablement une façon de propager l'idée de la détection. Et tous les gens qui s'intéressent à ça et ou les parents devraient peut-être regarder ça. Et la raison pour laquelle nous, on a fait quelque chose de plus, qui est ce qu'on appelle le ScolioScreen, c'est que, évidemment, votre téléphone n'a pas d'encoche comme le scoliomètre. Du moins, je n'en ai pas vu encore, puis je ne vous suggère pas de le faire dans votre téléphone. Mais donc, il y a une raison pour laquelle ça a été fait sur le scoliomètre. Puis la raison, elle est ici. On a fait des études pour comparer un peu un téléphone avec l'application, un scoliomètre, puis un téléphone avec application et l'espèce de support qu'on met là-dedans. Et on s'est aperçu que, puis vous le voyez en haut, quand il y a juste, il n'y a pas d'encoche, c'est les gens qui sont minces et qui ont des apophyses épineuses proéminentes. Ça peut aller d'un bord puis de l'autre parce qu'on bascule sur les deux. C'est pour ça qu'on avait encavé l'instrument justement pour le mettre au-dessus des apophyses épineuses pour qu'il ne soit pas influencé là-dessus. Alors, quand on utilise juste le téléphone intelligent,
sans l'application, on a une moins bonne qualité. On en a une quand même pas pire, parce que vous voyez ici les coefficients de corrélation intra- et interobservateur. C'est quand même bon. Intra-observateur, presque 0,9, un peu moins pour les interobservateurs. C'est quand même bon, donc puis vous pouvez certainement utiliser ça, puis vous allez être mieux qu'avec un Adams Forward Bending Test. Mais si vous voulez avoir l'équivalent d'un scoliomètre, c'est mieux d'avoir une encoche ou quelque chose qui permette d'éviter ça. Et depuis ce temps-là, suite à ce qu'on a fait là, il y a plusieurs autres papiers ou publications dans la littérature qui ont supporté ce concept-là et qui ont montré que c'était quand même, les applications sur smartphone étaient des choses qui étaient valides et valables, qu'on devrait utiliser beaucoup plus. Donc, le futur, c'est quoi là-dedans? Bien, je pense que le futur s'en vient, puis il faut penser à ça. Actuellement, au Canada, on dit qu'il ne faut pas faire de détection. Moi, je pense qu'il faut changer cette mentalité-là. Je pense qu'il faut commencer à faire de la détection précoce, mais il faut trouver la façon intelligente et efficace de le faire. Est-ce que c'est un programme de détection, une combinaison de ça, puis demander aux parents d'examiner leurs enfants puis de le faire avec un smartphone? Est-ce que c'est de le diffuser aux physios, aux chiropraticiens, aux médecins généralistes, aux pédiatres qui voient les enfants au moment où ils devraient être screenés, puis d'utiliser ça parce que c'est beaucoup plus accessible? Ça demeure à déterminer. Puis je pense qu'il faudra faire des études pour essayer de prouver l'efficacité de ça, mais c'est ce que je verrais. Et je pense que la manière moderne, ce n'est pas d'envoyer un pamphlet, mais je pense qu'il faut faire ça en utilisant les médias sociaux puis diffuser l'information sur la détection précoce avec des moyens simples. Alors, on peut probablement atteindre certaines populations aussi beaucoup plus facilement puis faire du dépistage scolaire. Ce ne sera peut-être pas une mesure nationale, mais il y a quand même maintenant, avec les médias sociaux, une facilité pour diffuser cette information-là. Deuxième section. Là, je vais voir combien de temps je suis rendu. Pas si pire. On va parler dans la deuxième section, donc après le dépistage. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la raison pour laquelle on disait que la détection précoce de la scoliose, c'est pas bon, c'est parce que, la mesure de détection n'était pas bonne. Puis ça, on a vu qu'avec le scoliomètre, on en a maintenant une bonne mesure. Le deuxième, c'est qu'il disait que le traitement par corset, c'était pas efficace. Puis c'était ça, à ce moment-là, le seul traitement qui était considéré efficace, entre guillemets. Puis quand ils ont revu ça, ils ont dit, c'est pas bon votre affaire, c'est pas prouvé. Donc, on en vient au traitement médical. Puis je vous sors ici des traitements qui ont été faits, proposés pour la scoliose. Vous avez les années, tout ça. Je ne pense pas que dans votre curriculum ici, on vous a enseigné ces méthodes-là. Ces méthodes-là, donc, ont disparu. On ne fait plus ça. Pourquoi? Bien, parce que ça a été des bonnes idées, mais à un moment donné, on s'est aperçu que les bonnes idées, quand on les testait, ça ne valait rien. Et on en revient toujours au problème, quelle est l'évidence scientifique de l'efficacité d'un traitement. C'est bien beau de dire qu'on a une bonne idée, puis de faire comme monsieur, par exemple, le mesurier qui suspendait les enfants dans des filets, tout ça, puis de penser qu'on va corriger la scoliose comme ça. Mais encore faut-il prouver que c'est efficace par des données scientifiques. Encore une fois, comme je vous dis, il faut regarder l'évidence allant de 1, qui est l'évidence la plus haute qu'on a, à 5, qui est l'opinion d'experts. Puis il faut vraiment essayer de trouver des évidences niveau 1 ou au moins 2 pour commencer à supporter la valeur de ces traitements-là. Donc, j'en arrive aux traitements médicaux de la scoliose, avant de vous parler du traitement chirurgical. Le traitement médical, il y en a beaucoup qui ont été proposés. Actuellement, avec la littérature qui est disponible, c'est surtout les corsets ou les orthèses qui ont le plus de données scientifiques probantes pour ça. Il y a d'autres choses qui se font, mais il n'y a pas autant de données probantes, comme par exemple la physiothérapie. Je ne sais pas quelle est votre littérature en chiropraxie. Je l'avais revue il y a une vingtaine d'années, puis à ce moment-là, il n'y avait pas de données probantes pour dire qu'une manipulation pouvait corriger une scoliose. Peut-être que ça a changé depuis ce temps-là, mais c'est à vous de le voir et d'évaluer la littérature. Moi, ce que j'ai fait, comme on prescrivait surtout des corsets, c'est qu'on a regardé surtout l'évidence pour le corset que je vais vous présenter. Puis je pense que cette évidence-là, en 2016, elle est passée de relativement faible à relativement forte parce qu'on est passé d'études à faible valeur à des études beaucoup plus fortes. Je vais vous les montrer rapidement. L'évidence de niveau 4 pour les corsets. Des corsets, il y en a beaucoup de sortes. J'en montre 3 ici qui ont été utilisés. Celui dans le milieu, le corset de Boston, c'est encore très utilisé en Amérique du Nord. Ça, pour ça, on a plein de séries rétrospectives. Il y en a des centaines publiées. Mais c'est du niveau 4 et il y a beaucoup de biais dans toutes ces études-là. C'est des études rétrospectives. Et en général, toutes ces études-là montrent qu'à peu près 70 à 80
% de succès avec les corsets. C'est donc pas rien, puis c'est une évidence qui est là, mais quand les épidémiologistes, eux, regardent ça, puis qu'ils prennent des petits modèles de evidence-based medicine, ils disent pas fort votre affaire. Là. Même si vous en avez 200, c'est 200 études critiquables. Donc, mais il y a ça. Après ça, il y a des gens, il y a quelques années, qui sont décidés à faire des méta-analyses de littérature. Ils ont fait des méta-analyses qui ont démontré qu'il y avait une efficacité du corset, mais malheureusement, je vous montrais que le haut de la pyramide, c'était les méta-analyses ou les revues systématiques. Mais c'est quand c'est des revues systématiques d'études randomisées. Quand ça a été fait, ces méta-analyses-là, il n'y avait pas d'études randomisées. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'évidence à partir d'études rétrospectives, puis ils les ont mis ensemble, puis ils ont essayé de regarder s'il y avait un effet. Ça a démontré que oui, encore, il y avait un effet du traitement par corset, mais ce n'était pas d'évidence haute, parce que ce n'était pas des études contrôlées randomisées. Mais quand même, il y a encore de l'évidence à partir de ça. Ensuite de ça, dans les années, ça c'est sorti en 1995, il y a un monsieur qui a fait une étude multicentrique. Et nous, à ce moment-là, à l'hôpital Sainte-Justine, on a participé à cette étude-là. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pour la première fois une étude contrôlée. C'est-à-dire, là, on monte dans le niveau, c'est un niveau 2. Autrement dit, ce n'est pas randomisé, mais au moins, on a un contrôle. Alors, il y avait des hôpitaux qui traitaient, puis des hôpitaux qui ne traitaient pas. Puis à ce moment-là, à Sainte-Justine, on ne traitait pas. On avait décidé qu'on pensait que les corsets étaient plus ou moins efficaces, et on avait pris le bras non-traitement. Et quand ils ont rentré ça à plusieurs centres qui ont regardé l'évidence, c'était assez clair dans cette étude-là qu'il y avait un effet des corsets. On a commencé à devenir un petit peu plus croyants dans le corset à partir de ce moment-là. Ça, c'est dans les années 95. Donc, c'est quand même une évidence de niveau 2, on commence à s'approcher. Évidence de niveau 1, il y a eu une revue systématique qui est supposée être la plus haute, qui a été faite de ça. Malheureusement, ce qu'ils ont revu, c'est 2 études. Il y a juste 2 études contrôlées, randomisées, avec des petites séries. Et ce que les auteurs ont conclu quand ils ont fait ça, ils ont dit, bien, c'est une évidence faible, malheureusement, parce que les études contrôlées, randomisées qui existent sont des petits échantillons, ne sont pas concluantes. Alors, ils disaient qu'il y avait un certain effet, mais ils ne pouvaient pas vraiment conclure de manière forte. Mais c'est quand même une évidence 1-1. Et ce qui a vraiment changé, je pense, la donne, c'est une étude qui est sortie dans le New England Journal en 2013. Et ça, c'est une étude qui s'est faite au Canada et aux États-Unis, 25 centres qui traitaient de la scoliose. Et c'est une étude randomisée, ou du moins partiellement randomisée, avec 242 patients. Ça a été fait uniquement avec des corsets rigides. Et on a décidé de mettre comme outcome, pour décider s'il y avait un succès ou un insuccès, toutes les scolioses qui progressaient de plus que 50 degrés d'angle de Cobb étaient considérées comme un échec du traitement. Tous ceux qui finissaient de moins que 50 degrés à la fin du traitement étaient considérés comme un succès. Et ce qu'ils ont démontré, c'est qu'il y avait un net avantage en faveur du corset versus l'observation. 75 % de succès dans un, 48 % dans l'autre. Ça, c'est la première étude de niveau 1, on peut dire, qui est critiquable comme n'importe quelle étude, mais c'est la première fois qu'on a vraiment une évidence scientifique forte d'une étude multicentrique qui démontre que le corset est efficace. Ça fait des années qu'on prescrit ça. Ça fait 100 ans qu'on prescrit des corsets, ou je ne sais pas, 50 ans au moins qu'on voit ça, mais c'est la première fois qu'on démontre vraiment qu'il y a une efficacité là-dessus. Alors moi, actuellement, ce que je vous dis, la vraie question, ce n'est pas est-ce que les corsets fonctionnent maintenant. Je pense qu'on a suffisamment de littérature pour supporter ça, mais c'est plutôt de dire pourquoi ils ne sont pas meilleurs que ça. Puis le schéma que je vous montre là, c'est l'effet habituel de la grande majorité des corsets qui sont disponibles actuellement. C'est-à-dire, on prend une personne qui a une scoliose, on lui met un corset, quel qu'il soit, la scoliose s'améliore pendant le traitement par corset, puis là, on cesse le traitement à la fin de la croissance, qui est la façon usuelle de prescrire ça. Puis là, les scolioses se réaggravent, puis ils reviennent à peu près là où ils ont débuté. Donc, ce qu'on promet habituellement aux gens qui ont une scoliose, qu'on leur dit, bien, on va essayer d'empêcher votre scoliose de progresser, puis peut-être, avec un peu de chance, elle va finir plus petite, mais pas toujours. Alors, comment se fait qu'on ne peut pas être meilleur que ça? Et c'est ça que je voudrais vous discuter avec vous, un petit peu vous donner, moi, ma perspective là-dessus sur qu'est-ce que je pense qu'il faut faire. Alors, je pense qu'il y a 3 réponses à cette question-là. Pourquoi les corsets ne sont pas plus efficaces que ça? 1, c'est le design des corsets. 2, ce sont les indications pour les prescrire. Et 3, c'est la compliance ou l'observance au traitement. Puis je vais vous parler un petit peu de chaque affaire. Alors, allons-y pour le design. Quand on regarde ça, les corsets, c'est toujours fantastique de voir le nombre incroyable de corsets, de designs de corsets qui existent actuellement et qui sont prescrits pour la scoliose.
Puis ça, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a bien plus que ça dans le monde. J'en ai juste sorti quelques-uns pour vous les montrer. Et tout le monde pense que son corset est le meilleur, puis tout le monde fait des séries, puis montre que c'est ça. Donc, moi, je dis à ça, ça veut dire deux choses. Soit qu'il y a plusieurs manières de corriger une scoliose, ou bien qu'il n'y a pas de manière parfaite pour l'avoir, puis qu'on est obligé d'avoir beaucoup de design pour le faire. Il faut se poser des questions sur pourquoi il y a tant de designs que ça, qui sont complètement différents souvent. Alors, nous, ce qu'on a adopté, du moins à Sainte-Justine, en regardant ce problème-là, c'est on est sorti de l'équation un corset pour toutes les scolioses. Parce qu'habituellement, les gens qui prescrivent des corsets ont tendance à prescrire le même corset, parce qu'ils sont habitués à ça, parce qu'ils ont eu de l'enseignement là-dessus, et ils ont tendance à appliquer le même traitement pour toutes les scolioses. Ce qui n'est peut-être pas mauvais, là, je pense que c'est ce que tout le monde fait. Nous, on pense plutôt que le corset doit être designé de manière individuelle pour chaque patient, et donc chaque patient devrait avoir un corset particulier. Donc, c'est nous, ce vers quoi on s'en va, que je vais vous montrer actuellement à Sainte-Justine, c'est plus vers des corsets 3D qui sont personnalisés à la déformation de chaque patient. Et je pense que quand on regarde l'évolution dans les siècles de la scoliose, on a commencé par faire comme les bâtisseurs de cathédrales, puis prendre un fil à plomb pour regarder ça extérieurement. Après ça est venue la radiographie qui nous a montré la géométrie interne. Mais ça a été une bonne et une très mauvaise affaire parce que là, on s'est mis à regarder uniquement en 2D les scolioses parce qu'on voyait des radiographies planes. Et je pense que dans les 20 ou 30 dernières années, on a commencé à utiliser des modèles beaucoup plus sophistiqués de reconstruction 3D parce que la scoliose, c'est une déformation en 3 dimensions. Donc, pourquoi c'est important là, de faire ça? Si vous regardez, par exemple, ces deux personnes-là, qui sont deux patients qui ont des scolioses relativement similaires, on pourrait être tenté de dire, du moins avec les corsets conventionnels, comme moi j'ai prescrit pendant des dizaines d'années, on fait le même corset pour les deux, parce que c'est la même déformation. Si on regarde la reconstruction 3D de ces deux patients-là, oui, dans le plan frontal, ils sont similaires, mais vous regardez dans le plan sagittal et quand vous regardez la vue de dessus, vous voyez que c'est deux géométries complètement différentes. Quand vous voyez ça, puis vous dites, bien, je fais exactement le même corset pour les deux, je pense que ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Et le point qu'on commence à faire, c'est de dire, bien, il faut analyser ça en 3D puis essayer d'avoir des façons de corriger ça beaucoup mieux. Alors, c'est pour ça que dans les 20 dernières années, on s'est intéressé à évaluer les corsets en 3 dimensions parce qu'on avait accès à des reconstructions tridimensionnelles avec les systèmes de radiographie qu'on utilise à Sainte-Justine. On en a fait quand même beaucoup au cours des années. On a commencé par étudier le corset conventionnel rigide qui s'appelle le corset de Boston. Ce qu'on a démontré, en fait, quand on a vu ça, je vous résume ces deux études-là, c'est que oui, le corset fonctionnait bien dans le plan frontal, mais quand on regardait dans le plan sagittal, qui est la diapositive à votre droite, vous voyez que ça avait un effet de diminuer la syphose et diminuer la lordose. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement avoir dans les scolioses, parce que déjà, les scolioses ont tendance à avoir une syphose diminuée. Et quand on regardait en 3D, pas de correction. Donc, ce que faisait le corset, c'est essentiellement un effet frontal de correction, mais pas en 3 dimensions. Donc, on s'est dit qu'il doit y avoir des manières d'améliorer ça. Et là, on a commencé à étudier la biomécanique des corsets en prenant une matrice qu'on mettait autour du corps des patients. Il y a des capteurs de pression là-dessus. Il y en avait à peu près 200 sur ça. Puis là, on mettait le corset au-dessus de ça, puis on mesurait les pressions qui étaient appliquées par le corset qu'on venait de faire sur le patient. Ça nous a permis de comprendre certaines choses. À partir de ça, on a dit, bien, utilisons donc l'information 3D qu'on a. Puis on a fait des programmes informatiques qui nous permettent d'avoir la géométrie externe du patient par des techniques de photogrammétrie. On a un laboratoire à Sainte-Justine où on peut faire la topographie de surface et on a des radiographies qui nous permettent d'avoir la reconstruction 3D. Mettons-les ensemble et essayons de faire nos corsets plus avec ça qu'en regardant une radiographie comme on fait de façon conventionnelle, du moins à ce moment-là. Et on a fait une étude randomisée où on a fait au hasard 24 patients
comme groupe contrôle qu'on a fait le corset standard avec des radiographies et groupe B avec l'assistance informatique, avec la vue 3D. Et ce qu'on a démontré qu'il y avait des différences significatives en faveur du groupe B, le groupe test avec le design de corset. Donc, on ne faisait pas nos corsets pareils, les corsets étaient plus efficaces quand on faisait ça. Pourquoi? Bien, pour la raison que je vous montrais, parce qu'on mettait les points de pression, on ajustait les corsets de manière différente par rapport au corset conventionnel. Parce qu'on avait accès à des ingénieurs, on a dit, bien, essayons donc d'aller un peu plus loin. Et on s'est mis à utiliser ce qu'on appelle les éléments finis. Alors, peut-être, vous savez, là, les ingénieurs aiment bien les éléments finis. Quand ils construisent des ponts, ils ne construisent pas le pont en premier, ils le construisent sur un modèle informatique, puis ils le testent pour voir s'il tient debout ou s'il ne va pas tomber. On peut faire la même chose avec la colonne, utiliser les éléments finis pour essayer de prédire le résultat d'un corset. Puis, au fil des années, on a développé ce qu'on appelle un simulateur de corset. Qu'on utilise actuellement à Sainte-Justine, où on fait le corset en modèle par élément fini, puis on a la surface du patient, puis on a sa géométrie interne. Puis là, on met mécaniquement le corset sur le patient, puis on regarde son effet, on regarde où ça fait des pressions. Et il y a un programme qu'on appelle d'optimisation, dans le langage des ingénieurs, qui teste le corset à répétition. Je vais vous ai montré d'ailleurs. Donc, on est capable, avec ce simulateur-là, de faire 1000 corsets différents, si on veut, pour un même patient, puis de le tester. Puis là, on regarde celui qui donne le meilleur résultat au point de vue reconstruction ou géométrie. Alors, c'est ce qu'on a fait dans cette étude-là. Pour chaque patient qu'on avait pris, on a fait en moyenne 2000 corsets différents. Alors, c'est sûr, c'est dans un programme de recherche, on ne ferait pas ça en pratique, là, mais on était intéressé à voir varier la place, les coussins, l'orientation, l'ouverture en avant, toutes sortes de paramètres qui peuvent varier. Et on avait des résultats différents selon les corsets. Et c'est pour ça qu'on en est venu à ce qu'on fait actuellement. C'est que la façon dont on fait les corsets actuellement, c'est de faire une reconstruction de surface du patient, d'avoir la géométrie interne avec des radiographies. Et là, on a notre système d'assistance informatisé où l'orthésiste fait le design de son corset, mais en plus, on a un programme d'optimisation qui est le simulateur de corset qui, avec les données qu'on a générées avant, va proposer à l'orthésiste, va dire, bien là, je n'ai fait 22 simulations, puis celle qui marche le mieux pour corriger ce patient-là, c'est ça. Alors, lui, ça lui donne l'output de comment son corset devrait être fait, où il devra faire les ouvertures, etc., etc. Et après ça seulement, on fait le corset. Donc, on a une manière de tester un peu le corset avant pour voir s'il va être efficace ou pas. On a fait une première étude où ce qu'on s'est dit, on va prendre une série de patients, puis on va leur faire 2 corsets chacun. Un avec la méthode standard, que vous voyez à gauche, là, et un avec celui qui est en jaune, le corset qu'on appelle optimisé. Puis on s'est aperçu, en faisant ça après une série de patients, qu'on avait des résultats différents, peut-être un peu meilleurs avec les corsets, avec le nouveau design. Vous voyez quand même, quand vous regardez les 2 corsets, celui de gauche, c'est un corset type Boston standard, rigide. Celui à droite, vous voyez que l'endroit où les straps sont mises, les zones d'ouverture, la chose était très différente des autres. Et avec ça, ça aidait nos orthésistes à mieux comprendre ce qu'ils faisaient. Et la plus récente étude, qui est encore en cours à l'hôpital, c'est d'utiliser ça, mais dans une étude randomisée et contrôlée, où là, on randomise les patients à 2 traitements. Le premier traitement, c'est utilise l'assistance informatique, mais sans le simulateur de corset, donc pas d'éléments finis. Puis l'autre, qu'on appelle le New Braid, on fait la simulation en plus, qui fournit à l'orthésiste de l'information additionnelle sur comment son corset devait être fait. Et on a étudié les résultats initiaux de ça sur à peu près d'une centaine de patients, je me souviens bien. Puis on a trouvé à court terme des meilleurs résultats avec le corset, avec un design personnalisé. Et l'étude est encore en cours, puis on veut démontrer que cet effet-là demeure à la fin du traitement et jusqu'à 2 ans après l'arrêt du traitement, mais ça va nous prendre encore quelques années avant d'avoir cette réponse-là, mais au moins on trouve ça intéressant et stimulant. De sorte que tous nos corsets sont faits de cette manière-là actuellement dans l'étude randomisée et on pense qu'éventuellement, dans le futur, ce sont des techniques qui vont être utilisées de plus en plus. Ce qui s'en vient peut-être, c'est que là, on est obligé de faire, pour les corsets rigides, il y a toutes sortes de grosses machines, on est obligé de faire des moules avant ça, mais il y a maintenant des imprimantes 3D
qui deviennent de plus en plus populaires et qui permettent de faire avec différents matériaux des corsets d'un coup. Alors, on va probablement tout éliminer dans les prochaines années tout ce qui est partie orthèse de fabrication mécanique pour faire les corsets directement à partir du moule informatique qu'on a. Donc, je pense qu'il y a des changements beaucoup qui vont arriver dans les corsets. Ça, c'était la première partie sur le design. Je suis conscient qu'il me reste à peu près une demi-heure. On va essayer de suivre ça. Donc, la première partie, c'était le design. Je pense qu'une question de design est bien importante. Puis, quel que soit le corset que vous utilisez, vous devez faire bien attention à ça puis essayer de le personnaliser à la géométrie de chaque patient. La deuxième question qu'on peut améliorer, je pense, ce sont les indications. Actuellement, du moins dans le milieu médical, les indications qu'on utilise pour prescrire un corset, vous les avez là listées, puis ça vient d'une étude qui date quand même d'une dizaine d'années, où un comité à la Scoliosis Research Society qui avait revu toute la littérature et avait dit, bien, nous, on pense que tous les traitements par corset devraient passer par ces critères-là, et c'est ces patients-là qui sont le plus aptes de bénéficier d'un traitement par corset. Donc, c'est ça qu'on utilise, nous autres, actuellement en clinique pour dire, lui, on le prescrit un corset, lui, on ne le prescrit pas. C'est bien, mais ce n'est pas si bon que ça. Pourquoi ce n'est pas si bon que ça? Bien, je reviens à l'étude qui a été faite dans 25 centres aux États-Unis. Ce n'est pas juste une personne, ce n'est pas juste à Sainte-Justine, 25 milieux différents qui prescrivaient tous des corsets rigides. Et on a regardé dans une étude randomisée l'effet des corsets. Puis on s'est aperçu qu'il y avait 72 % de succès avec le corset versus 48 % avec observation. C'est en faveur des corsets, mais 50 % d'observation, ça veut dire que la moitié des patients n'avaient pas vraiment besoin de traitement. Autrement dit, les patients, les indications qu'on utilise, là, de la SRS, qui sont actuellement là, on surtraite des patients pour rien. Autrement dit, pour chaque succès de corset, la manière d'interpréter ça, il y a 3 patients qui se font traiter pour rien. Autrement dit, on surprescrit des corsets. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est parce qu'on n'est pas capable de prédire ceux qui vont s'aggraver quand on voit une scoliose, par exemple de 20, 25, 30 degrés. Actuellement, il y a certains critères, mais ils ne sont pas très prédictifs de dire qui va s'aggraver. Puis je vous le répète encore, ce que je vous ai dit au début, il faut se souvenir, vous vous souvenez de l'historienne qui dit qu'on surtraite le milieu médical, la scoliose, ce n'est pas un vrai problème. Elle a dit ça parce qu'elle dit, 90 % des scolioses ne progresseront pas, les gens ont des petites courbures, puis dans l'Assemblée ici, je ne sais pas combien on est, mais c'est 3 à 4 % de la population. Il y en a plusieurs qui ont des scolioses. Il y en a qui ne savent peut-être même pas qu'ils ont des scolioses, puis ils n'ont pas besoin de traitement. Donc, c'est les 10 % qui ont des scolioses progressives à l'adolescence qui s'aggravent, qui ont besoin d'un traitement par corset et ou d'une chirurgie. Et c'est ceux-là qu'on doit dépister adéquatement, ceux qui progressent. Les autres, ils n'ont pas vraiment besoin de traitement. Et c'est ce que l'étude nous a fait dire, qu'il faut être capable de mieux identifier les patients qui sont à haut risque de progression parmi tous ceux qui ont du scoliose pour pouvoir prescrire des corsets de manière mieux ciblée et plus efficace. Je vais vous montrer, nous autres, 2 manières qu'on a trouvées récemment. On s'est mis à regarder les reconstructions 3D des patients qu'on avait, puis on a fait des mesures 3D. Vous êtes habitués probablement, si vous connaissez un peu la scoliose, les cours que vous avez eus, que le standard, c'est de mesurer un angle de Cobb qui nous indique la sévérité de la scoliose sur une radiographie frontale. Là, avec ça, une reconstruction 3D, on peut mesurer différents paramètres en 3 dimensions qui nous donnent une information différente. On a commencé par une analyse rétrospective, puis on a poussé cette étude-là, puis on a une cohorte qui est encore en cours à Sainte-Justine, et on a prouvé qu'on est capable de, avec un certain pourcentage d'efficacité, lorsqu'on voit le patient à la première visite, prédire dans à peu près pas loin de 80 % des cas lesquels vont progresser versus lesquels ne progresseront pas. Vous voyez ici un exemple, là, un patient numéro 1, une scoliose de 26 degrés, puis celle à droite, c'est le même patient à maturité, et on voit que ce patient-là n'a pas progressé de manière significative. Et le modèle que je vais vous montrer avait prédit ça, alors que le patient numéro 2, le modèle a prédit qu'il y aurait une scoliose qui progressait. Donc, on a une certaine manière, avec les paramètres 3D qu'on mesure initialement à la première visite, de prédire ça. Est-ce qu'on prédit tout? Non. Malheureusement, il n'y a rien de parfait dans le monde. C'est des analyses statistiques, c'est un modèle mathématique qu'on utilise. Et quand on prend les facteurs de risque connus usuels, qui sont l'âge osseux ou
l'indice de Risser, la maturité, le sexe, etc., etc., normalement, on peut prédire jusqu'à 48 de la variance. On peut expliquer 48 de la variance. Autrement dit, on peut prédire à peu près la moitié de ceux qui vont progresser. Quand on ajoute les paramètres 3D, on a grimpé ça à 0,7, donc 70 et les modèles les plus récents qu'on raffine tout le temps, on s'en vient près de 80 Donc, je pense qu'on a peut-être un moyen dans le futur d'être capable de prédire initialement beaucoup mieux qui va vraiment avoir besoin d'un corset, puis cibler les corsets pour ces patients-là, puis pas en donner à ceux qui n'en ont pas de besoin. Deuxième méthode, c'est une méthode chimique ou biochimique, parce qu'on a des biologistes moléculaires qui travaillent dans notre équipe. Puis on a décrit il y a une dizaine d'années, en prenant des échantillons de cellules osseuses de patients qu'on opérait. On prenait des petits prélèvements osseux, puis on envoyait ça aux biologistes moléculaires, puis lui faisait des expériences, des mesures là-dessus. Il s'est aperçu que les patients réagissaient différemment à la mélatonine, puis il y avait des patrons de réaction à la mélatonine différents. Autrement dit, qu'il y avait un trouble des récepteurs de mélatonine dans les cellules osseuses des patients qui ont une scoliose. Puis il y a décrit, vous voyez sur l'espèce de graphique à droite, la partie en noir, c'est la réponse normale d'un contrôle osseux normal à la mélatonine, alors que le bleu, le vert puis le rose, c'est la réponse de patients scoliotiques. Puis il y a décrit 3 grands groupes à partir de ça. Puis c'est assez constant dans la scoliose. Et un peu plus tard, on se disait quoi faire avec ça, c'est bien beau dans les os, ça ne nous aide pas bien. On s'est aperçu que dans les cellules du sang, il y a des lymphocytes. On peut prendre une prise de sang, puis ils réagissent exactement de la même manière que les cellules osseuses. Donc, on a une manière maintenant de détecter chez les patients scoliotiques la réponse à la mélatonine, puis d'identifier les 3 groupes. Là, vous dites, c'est bien beau, on trouve ces 3 groupes-là, à quoi ça sert? Bien, on a trouvé une première application de ça. On pensait initialement qu'on allait tout prédire les scolioses, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé ça. Mais quand on a regardé les succès de traitement par corset versus ces 3 groupes-là, on s'est aperçu qu'un groupe avait 9 fois plus de chances de ne pas progresser que le groupe 1. Et quand on regardait le critère de progression à 6 degrés d'angle de Cobb, 6 fois presque plus de chances. Donc, ces 3 phénotypes-là qu'on obtient par une prise de sang, la réponse au traitement par corset est très différente. Donc, par une simple prise de sang, on pense que nous, on va être peut-être capable d'améliorer la prédiction de ceux qui ont besoin d'un traitement par corset. Donc, ça, c'est 2 méthodes je pense, novatrices, que j'espère dans les prochaines années vont être appliquées de façon plus importante. Et je pense que oui, on est en train de poursuivre nos recherches là-dessus. Le dernier aspect du corset, c'est la compliance. La compliance, c'est compliqué. Ça veut dire, les patients portent-tu le corset ou portent-le? L'observance au traitement. Il n'y a pas un ado ou une adolescente qui aime ça porter un corset, de sorte que ce n'est pas facile de leur faire porter ça. Puis quand on regarde vraiment qui les porte, puis combien de temps, on a des mesures assez différentes. De sorte qu'actuellement, quand on prescrit un corset de routine, on met un moniteur de compliance. Autrement dit, une petite puce là, qui, par différentes techniques, nous dit combien de temps le patient l'a vraiment porté. Parce que dans toutes les études qui ont été faites, qui ont regardé ça, le docteur ou le chiro ou n'importe qui vient dire à son patient, l'as-tu porté ton corset? Oui, docteur, je l'ai porté. Puis là, quand on mesure combien de temps qu'ils l'ont vraiment porté, il est resté dans le garde-robe, le corset. Alors, il y a un gros problème d'observance au traitement. Et quand on regarde l'étude multicentrique dont je vous parlais, là, randomisée, le temps moyen de port de corset dans cette étude-là, c'était des corsets rigides, vous vous souvenez, 12 heures par jour, alors que les corsets étaient prescrits 20 heures sur 24. Fait que vous voyez la distance qu'il y a à franchir. Alors, c'est bien beau de dire qu'un corset est efficace, mais il faut encore le porter. Puis la moyenne des gens le portaient juste 12 heures, alors que c'était prescrit 20 heures. Fait qu'il y a un gros travail là-dedans à faire pour améliorer l'observance au traitement. Il faut avoir des stratégies là-dessus. Et la prochaine demande de fonds pour laquelle on a demandé des sous aux instituts canadiens, c'est de développer un inventaire ou un questionnaire, si on veut, adapté pour le corset, pour essayer d'explorer les raisons pour lesquelles les patients les portent pas, quels sont les facteurs. Donc, autrement dit, mesurer la qualité de vie des patients avec un corset pour essayer de mieux comprendre et améliorer l'observance au traitement. Donc, je finis ici sur le corset. Je pense qu'il y a un futur intéressant pour le corset. Je pense que ça fonctionne, mais je pense que ça va passer par des améliorations. Nous, ce qu'on pense actuellement, c'est qu'il faut améliorer la sélection des patients,
pas tout traiter les patients avec des corsets, puis mieux cibler ceux qui ont vraiment besoin d'un corset par les méthodes que je veux parler. Puis deuxièmement, je pense qu'il faut améliorer le design de tous les corsets qu'on prescrit, quels qu'ils soient, puis essayer de bien les comprendre en 3D. Donc, je termine cette première section-là. Donc, je pense que la détection précoce, moi, j'y crois. Maintenant, les organismes américains, l'Américain, on les a contactés suite aux travaux qu'on a faits, puis à l'étude, puis on leur a dit, bien, s'il vous plaît, réévaluez vos affaires. Du côté américain, ils ont accepté, ils sont en train de le faire, puis la réponse va sortir dans quelques mois. On espère qu'ils vont changer ça. Je douterais qu'ils vont la mettre un A, mais je pense que peut-être au minimum, ils vont revenir à I, c'est-à-dire Insufficient Evidence, ou bien ce qu'on appelle un grade C ou B, qui nous permettrait quand même de mieux placer, mieux justifier la détection quand on va aller voir les gouvernements après ça. Du côté canadien, malheureusement, l'organisme qui faisait ça est comme un peu démantelé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de support du gouvernement. Alors, ils regardent encore les mesures de détection, mais il faut lobbyer, puis les autres décident ce que ça leur tente de faire. Ils ne sont plus soumis du tout par le gouvernement canadien. Alors, c'est une question d'un groupe de recherche qui s'intéresse. Puis si votre problème les intéresse, ils vont peut-être le faire, mais sinon, il n'y aura pas de recommandation. Alors, on a toujours la même recommandation ici. Deuxième section, il me reste... Oh, pas pire, je devrais pouvoir faire ça en 20 minutes. Là, c'est la partie chirurgie. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux simplement vous faire... comme vous êtes en chiropratique, vous n'aurez probablement pas d'exposition à la chirurgie. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant quand même beaucoup d'années de ça. Alors, je vais faire un survol un peu de l'évolution puis vous dire un peu ce qu'on fait dans ce domaine-là. Ça, c'est un livre qui est disponible aux éditions de Sainte-Justine qu'on fait et qu'on donne à tous les parents et tous les patients qui doivent être opérés pour une scoliose. C'est une procédure très standardisée. On opère en moyenne 1 à 3 enfants par semaine à Sainte-Justine pour cette condition-là. Donc, c'est quand même assez fréquent, mais c'est quand même 1% de toutes les scolioses. C'est quand même la minorité, donc on voit beaucoup de patients avant de poser une indication opératoire. Et ça, si ça vous intéresse, ça résume un peu tout ce qu'un patient devrait savoir et les parents devraient savoir sur ça. Le traitement chirurgical. Je vous ai commencé la chose en vous parlant d'évidence scientifique. Je vais vous en parler moins dans la chirurgie. Je vais en parler un petit peu. Pourquoi? Bien, il y a ce qu'on appelle toujours dans l'évidence scientifique le test d'efficacité du parachute. Vous n'avez jamais vu d'études randomisées à double insu pour tester le parachute. Autrement dit, on ne vous a jamais demandé à des gens de sauter sans parachute, puis l'autre avec un parachute pour voir si ça marche. Il y a des affaires relativement évidentes que ça n'a pas besoin d'être démontré par une étude randomisée. C'est ce qu'on appelle le syndrome ou le paradigme du parachute. Moi, ce que je vais vous dire en scoliose, en chirurgie, il y a un effet mécanique évident que vous pouvez voir. La question, ce n'est pas vraiment ça marche-tu, ça corrige-tu. Oui, ça corrige, mais la question, c'est plus quel est l'avantage, quels sont les coûts, bénéfices de cette procédure-là. Et ça, malheureusement, on a encore beaucoup de croûtes à manger, surprenamment, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que là, maintenant, quand un parent a une scoliose chez son enfant qui progresse, puis qui manifestement plus une indication de corset, qui a rendu une déformation importante, il va demander un traitement. Puis le seul traitement qu'on a d'efficace, c'est une chirurgie. Donc, on va faire la chirurgie à ces patients-là. On n'a pas d'étude contrôle. C'est éthiquement très difficile maintenant de justifier une étude randomisée, de dire bien, la moitié, on ne les traite pas, on les regarde, voir ce qui va arriver dans 20 ans. Ça ne se fait pas. Ça s'est fait avant, dans le temps qu'on ne les traitait pas. Puis heureusement, on a quelques études où on a regardé des gens qui avaient des scolioses à long terme, qui avaient des grosses scolioses. Puis en règle générale, ils ont des handicaps et ils ont plusieurs problèmes. Et c'est là-dessus qu'on se base pour dire que le traitement chirurgical est bon. Mais là encore, vous comprenez l'effet que c'est pas évident de faire des études randomisées et contrôlées dans le domaine chirurgical, mais il y en a quand même. Il faut se souvenir aussi que la scoliose idiopathique, c'est un continuum. On les voit, on fait le diagnostic à l'adolescence. On les traite habituellement là, que ce soit par un corset ou une chirurgie. Mais ce qu'on veut éviter, ce sont les complications à long terme, donc surtout déformation, douleur et problèmes cardio-pulmonaires dans les scolioses très sévères. Donc, on fait des interventions précoces pour éviter un traitement à long terme. Et ça complique aussi les études pour montrer que c'est efficace, parce que là encore, c'est difficile de dire, bien, on ne traitera pas certains patients à long terme pour voir ce qui va arriver dans 20 ou 30 ans. Socialement, c'est difficile à faire ça actuellement.
Les indications, je vais passer rapidement là-dessus, mais en gros, les scolioses de plus, je pense que la plupart des gens disent quand on dépasse certainement 50 degrés chez un patient en croissance, d'autres disent 40. On pense que la chirurgie est probablement efficace parce que tous les corsets mécaniquement sur des scolioses de plus de 45 ou 50 degrés deviennent beaucoup moins bien tolérés et en règle générale, les scolioses continuent à progresser. Et puis les scolioses de plus de 60 degrés chez un enfant qui a terminé sa croissance, on a tendance aussi à leur suggérer une opération parce qu'il a été démontré que ces scolioses-là continuent à progresser, puis je vais vous montrer des courbes un petit peu plus tard. Alors les indications actuelles qu'on a, nous, comme chirurgiens, c'est une courbe d'habituellement plus que 45 ou 50 degrés. Là, on commence à parler de chirurgie avec une déformation progresse chez un enfant en croissance et qu'un traitement par corset a été un échec. Quand on les voit à la fin de la croissance, par exemple 18 ans, 19 ans, puis qu'ils ont une courbure de plus que 50 degrés et certainement plus que 60, ou qui progressent, on a tendance à suggérer une chirurgie à ces patients-là. Sur quoi c'est basé tout ça? Surprenamment, pas beaucoup de littérature. C'est basé sur quelques études, quand même, qui ont été faites de manière intéressante dans les années 60, au moment où on ne faisait pas les chirurgies, et qui ont revu les patients qui n'avaient pas eu d'opération à long terme. Puis on les a suivis pendant un certain temps pour voir ce qui arrivait. Et on s'est aperçu que les scolioses de moins que 40, 45 ou 50 degrés avaient peu tendance à progresser à maturité, alors que les autres de plus de 50 et certainement 60 degrés continuaient à progresser. C'est pour ça qu'on a tendance à opérer plutôt celle-là. Mais c'est basé sur quelques études quand même. Puis pour les raisons que je vous expliquais, c'est difficile de refaire ces études-là actuellement. Les objectifs, c'est on veut corriger le mieux possible. Je vais vous montrer les chirurgies qu'on fait. On fusionne des niveaux. On veut en fusionner le moins possible tout en corrigeant le mieux possible. On veut améliorer l'apparence du patient, puis on veut éviter les problèmes plus tard. Je vais vous faire un petit historique. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on fait ces chirurgies-là. Ça a débuté réellement dans les années 60. Moi, j'ai commencé comme résident à peu près en 75, fait que j'ai vu à peu près tout ce qu'il y a là-dedans. J'ai été témoin de ça et j'ai utilisé ces techniques-là. Je vais vous les passer rapidement. À tous les 10 ans, on fait quelque chose de nouveau. Dans les années 50, ça, je n'ai pas participé à ça, mais ce qui s'est développé, c'est ce qu'on appelait les fusions osseuses. Malheureusement, ce n'est pas un très bon traitement. Il n'y a pas, comme quand vous avez mal au genou, habituellement, on ne vous soude pas le genou pour corriger le problème. Mais malheureusement, en scoliose, c'est ça qu'on fait. Puis on n'en soude pas juste une articulation, on soude toute la colonne. On peut dire que certainement, dans 100 ans, les gens vont nous regarder, ils vont dire que c'était des dinosaures, ces gens-là, qui fusionnaient la colonne. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est le seul traitement efficace qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on a essayé toutes sortes d'autres affaires. essais-erreurs, comme les affaires pour le corset. Puis ça a été démontré que ça ne fonctionnait pas bien. Avec quelques petites choses, je vais vous montrer vers la fin. Donc, dans les années 50, ce qui a été popularisé, c'est de faire des soudures. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avivait l'os, on ouvrait en postérieur, on avivait l'os, on détruisait les articulations postérieures, qui sont les facettes articulaires. Et là, après ça, on mettait les patients dans un corset plâtré, habituellement, avec de la correction. Puis on essayait de les corriger le mieux possible. Puis on attendait que la soudure se fasse, ce qui prend entre 6 mois et 1 an. Puis là, après ça, on les libérait. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ça. Dans les grosses scolioses de plus que 50 degrés encore. Dans les années 60, il y a un monsieur Harrington, qui est un Américain, qui vivait au Texas, qui était un monsieur assez inventif, puis qui traitait des enfants qui, dans ce temps-là, avaient la poliomyélite. Puis il y avait des grosses scolioses, des gens de polio, puis il ne savait pas quoi faire avec eux autres. Puis lui, il s'est décidé, il a dit, mais pourquoi on ne met pas quelque chose, un tuteur interne pour tenir ça, au lieu de mettre des corsets qui sont difficiles, tout ça. Alors, c'est là que les chirurgies avec instrumentation sont nées. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et qu'est-ce qu'a fait M. Harrington? Il a dit, c'était le principe de votre cric d'auto, un crochet en haut, un crochet en bas, puis on a un système qui permet de faire une distraction sur la colonne. C'est ce qu'on a fait pendant assez longtemps. Donc, vous voyez dans le centre, là, une chirurgie typique quand moi j'étais fin de ma résidence, là, qu'on faisait encore, mais peut-être un peu modifié. On mettait un crochet en haut, un crochet en bas, on faisait la fusion, vous voyez, avec la greffe osseuse, puis on étirait ça pendant l'opération le plus possible pour corriger le mieux possible.
Le problème de ça, c'est que ça corrigeait, mais en 2D seulement. Autrement dit, on étirait dans le plan frontal, mais dans le plan sagittal, on étirait de la même manière. Puis ça, c'est pas bien bon quand on veut respecter la syphose puis la lordose. Puis ça donne lieu à toutes sortes de complications plus tard, de gens qui n'avaient pas de lordose lombaire, avec beaucoup de douleurs et de problèmes. Mais ça a été quand même une révolution, parce qu'il n'y avait pas vraiment de traitement pour les gens qui avaient des grosses scolioses dans ce temps-là. Et ça s'est fait pendant longtemps. Et on avait tendance, comme vous voyez à droite, à quand même les immobiliser dans une certaine forme de corset pendant plusieurs mois. Habituellement, minimum 6 mois et parfois 1 an après. Donc, ce n'est pas particulièrement le fun dans ce temps-là. Ensuite de ça, dans les années 70, il y a un monsieur au Mexique qui s'appelait Luque. Monsieur Luque, il était dans une situation à un hôpital pour enfants au Mexique, puis lui, il n'avait pas d'argent. Puis les instrumentations coûtaient cher. Ça venait tout d'Amérique, puis tout ça. Puis lui était pris dans un milieu où il n'y avait pas accès à beaucoup d'argent, puis il y avait beaucoup d'enfants paralytiques à opérer. Alors il a dit, je vais essayer de trouver une technique qui ne coûte pas cher. Et là, il a commencé à utiliser des fils, la broche, comme on va dire, des fils métalliques en acier. Il a décidé de les passer à chaque niveau vertébral en dessous des vertèbres, en ouvrant les espaces intervertébraux et en les passant sous les lames de chaque côté, puis d'en mettre un à chaque niveau. Puis là, il mettait une tige, puis tranquillement, il corrigeait ça. Ça a été une autre révolution parce que c'est ce qu'on a appelé l'instrumentation segmentaire. On venait de passer avec une idée d'un monsieur mexicain qui voulait juste sauver de l'argent, avec une technique qui était beaucoup plus efficace pour corriger, parce qu'on avait de l'instrumentation à tous les niveaux, puis on était capable de serrer ces fils-là progressivement. Au lieu d'avoir un crochet en haut et en bas, on avait des fils tout le long et c'était beaucoup plus solide, beaucoup moins de pertes de correction. On n'était plus obligé d'immobiliser autant dans un corset. Ça a été fait beaucoup pour les scolioses paralytiques, puis après ça, ça a été employé aux scolioses idiopathiques pendant un bon bout de temps. J'en ai fait beaucoup de cette technique-là. J'en ai fait beaucoup pour les patients paralytiques. Puis là, vous voyez, puis c'est un patient paralytique qui a une grosse scoliose. Puis évidemment, vous pouvez comprendre qu'il y a de la misère à se tenir assis, puis tout ça. Les gens veulent un traitement dans ce temps-là. Et vous voyez qu'on peut quand même obtenir des corrections intéressantes en faisant ça, mais toujours en faisant une fusion des vertèbres. Donc, tous ces gens-là, ce patient-là, la colonne fusionnée de haut en bas. Et là, donc, on est passé aux techniques d'instrumentation segmentaire avec la correction 2x2D, parce que pour la première fois, vous voyez, dans le plan sagittal, on était capable de refaire quand même un peu de lordose et de syphose. On commençait à contrôler, parce que ce n'était pas un principe de distraction, cette technique chirurgicale-là. Ça a quand même été quelque chose d'important. Dans les années 80, c'est la France qui est venue nous aider. Il y a un monsieur Cotterel, qui est un monsieur, j'avais son nom un petit peu avant, c'est un chirurgien orthopédique qui travaillait en France depuis longtemps, qui a toujours fait juste de la scoliose. Puis, à la fin des années 70, début 80, il avait à peu près 56 ans. Il a fait un infarctus. Que là, il a été obligé d'arrêter sa pratique complètement. Puis c'est un monsieur un peu inventif et innovateur. Puis il a dit, c'est pas vrai, je ne resterai pas assis à rien faire. Fait que là, il s'est mis à bricoler dans son garage un peu, là, à faire des différentes instrumentations. Puis il en a fait une, puis qui pensait bonne, basée sur un principe d'instrumentation aussi segmentaire, mais avec des crochets plutôt qu'avec des fils. Puis là, il est allé voir un chirurgien à Paris qui s'appelait Dubousset, qui est un chirurgien très connu maintenant. Et ces deux noms-là sont des noms très connus dans le domaine de la chirurgie du scoliose. Puis, comme il ne pouvait plus opérer, il a dit à Dubousset, tu veux-tu m'aider à populariser cette technique-là? Dubousset a dit oui, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose de nouveau. Puis, ce qu'il a fait, Dubousset, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle la manœuvre de dérotation de la tige. Une scoliose, vous avez habituellement une scoliose thoracique droite, puis une autre lombaire gauche, comme vous voyez ici. Alors, il a dit, bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer la tige pour que ça fasse comme une scoliose. On va la mettre là, mais en la regardant de côté, si on la tourne de 90 degrés, ça devient une syphose puis une lordose. Alors, il a dit, on a juste à tourner la tige de 90 degrés, puis là, on va corriger les deux. Puis ça, ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas les désavantages de l'autre. Puis on va commencer à corriger en 3D. Ça a été quand même une révolution importante. Là, les gens ont dit, comment ça fait qu'on n'a pas pensé à ça? Là, tout le monde s'est mis à faire ça. Puis ça a été toute une époque quand même importante. Et tout le monde s'est commencé à faire cette technique-là, qui nous donnait quand même une correction quand même intéressante, surtout avec des crochets. Et on pensait à ce moment-là, en tout cas, en 3D. Et là, il y a eu toutes sortes d'affaires sur qu'est-ce qu'il faut. On dérote-tu vraiment? Quand on dérote la tige, est-ce que vraiment on transforme la scoliose en syphose puis en lordose?
Il y a eu toutes sortes d'études. Nous, on en a fait beaucoup avec tous les instruments qu'on a. Il y a eu des instrumentations en avant de la colonne, comme vous voyez ici, qui ont été faites aussi sur le même principe de tourner la tige puis de corriger la déformation. Puis ça a été toute une époque, là, cette décade-là. On a fait beaucoup de chirurgie comme ça, puis on avait l'impression qu'on améliorait beaucoup. Et effectivement, on l'a documenté par différentes techniques. Voici une approche antérieure, là, par exemple, où là, on fait une tige, puis on la faisait une dérotation, puis on était capable de corriger des scolioses quand même assez bien. Ça, c'est par exemple un exemple d'étude qu'on a faite. Quand on a pris le Cottrell du Bousset et on a mesuré ce qu'on avait comme correction, c'est la première fois qu'on montrait qu'il y avait vraiment une correction en 3D de la colonne avec ces techniques-là. Donc, on a quand même progressé. On est parti de la distraction pure à une correction qui est quand même 3D, mais on est toujours en train de souder les patients avec les désavantages que ça implique. À ce moment-là, on s'est mis à étudier aussi qu'est-ce que ça corrigeait du thorax. Puis on s'est aperçu que malheureusement, même si la colonne était super bien corrigée quand on regardait les radiographies, qu'au niveau de la déformation thoracique, on corrigeait moins. En moyenne, on corrigeait quelque part entre 35 et 40 %, pas plus que ça. Donc, il y avait toujours, après une opération, une déformation de la colonne qui demeurait. Puis on s'est dit, bien, on est bon, mais on n'est pas si bon que ça. Et là, on arrive à la divergence encore qui est due à la radiographie. Le chirurgien, lui, quand il revoit son patient, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la radiographie, puis il regarde la colonne, puis il dit « Ouh, ma colonne est bien droite ». Le patient, qu'est-ce qu'il regarde? Lui, la seule affaire qu'il voit, c'est son dos, puis la bosse qu'il y a dans son dos, donc la déformation thoracique. Le patient, lui, ce qu'il veut, c'est corriger la déformation thoracique. Le chirurgien, il veut corriger la colonne, parce que c'est comme ça qu'on fait ça. Alors, il y a un peu une séparation entre les deux, et quand on fait des études de corrélation, tout ça, des fois, les chirurgiens sont hyper contents, puis les patients ne sont pas aussi contents, puis des fois, c'est le contraire. Puis c'est relié à tous ces faits-là que les gens n'ont pas le même but. Et je reviens à l'evidence-based medicine, il faut que l'intérêt ou la participation du patient soit là-dedans. Il faut faire attention à ça. Et les années 90, ça a été les systèmes hybrides multiplanaires qu'on appelait, c'est-à-dire que le Cottrell du Bousset a tellement été important que là, tout le monde s'est mis à faire son propre système avec toutes sortes de vis et de crochets similaires sur la même base. Et là, il y a eu un foisonnement d'instrumentation. Il y en avait, un peu comme les corsets. Puis tout le monde voulait avoir son petit design, son petit crochet, puis son petit ça. Puis ça a été assez populaire pendant ce temps-là, mais quand on a regardé les résultats de ça versus le Cottrell du Bousset, c'était comme on dit, 4,25 sous pour une pièce, c'est à peu près la même chose. Alors, on a fait des études, nous autres, à ce moment-là, avec différentes sortes d'instrumentation pour les comparer en 3D, tout ça. Puis on s'est aperçu que ça corrigeait à peu près pareil. Ça a quand même permis d'innover en développant toutes sortes de techniques de correction. Je ne rentrerai pas dans tout ça, mais différents instruments qui nous permettent de mieux corriger quand on fait ces manipulations-là de la colonne. Je vais vous en montrer une un petit peu plus dans quelques secondes. Dans les années 2000, le gros changement qui est arrivé, ça a été ce qu'on appelle les vis pédiculaires. Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est qu'on utilisait plutôt des crochets qu'on ancrait sur la colonne en postérieur. Et là, on a commencé à utiliser des vis qui rentrent dans les pédicules. Donc, qui partent d'en arrière et qu'on va placer jusqu'en avant. L'avantage de ça, c'est que là, on a le contrôle de la vertèbre en avant et en arrière en mettant ces vis-là, alors qu'avant, on avait le contrôle juste postérieur. Alors, quand on fait des manœuvres de correction, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide, et on s'est mis à en mettre pas mal à tous les niveaux et à avoir des bien meilleures corrections 3D. Le problème de ça, c'est que quand on met ces vis-là, vous voyez ce qu'on doit faire. Là, vous avez une image chirurgicale où là, on voit, mais on ne voit pas grand-chose. Il faut connaître son anatomie, puis il faut faire ce que vous voyez à droite. Il faut percer un trou dans le pédicule pour après ça, placer la vis à la bonne place. Un pédicule, ça a une certaine grosseur. C'est un rond, puis c'est à peu près quelques millimètres, 4 à 6 mm, dépendant des gens. Donc, il ne faut pas se tromper. Vous voyez que dans le milieu, évidemment, il y a la moelle. Et donc, il ne faut pas faire d'erreur quand on fait ça. Puis, ce qu'on voit, on le fait à partir des repères anatomiques parce qu'on ne voit pas la moelle qui est à l'intérieur. Donc, il faut faire un petit peu attention. Et donc, il faut connaître son anatomie pathologique pour ça. Et des fois, on pense qu'on la connaît, mais des fois, on ne la connaît pas. Je montre cette diapo-là juste pour vous montrer que, dépendant de l'année, vous avez, je ne sais pas si vous utilisez les schémas de Netter, mais nous, en médecine, on a fait toujours le livre de Netter, puis nous montrer toutes sortes d'affaires là-dessus. À un moment donné, je commence à regarder ça, puis je regarde à gauche, je veux dire, regardez dans la déformation 3D, je pense que celle de gauche, c'est un vieux livre, celle de droite, c'était l'édition d'après. Le même dessin, si vous le regardez comme il faut, puis vous regardez au niveau des
pédicule. Ici, voyez-vous qu'il y en a un qui est mince, puis gros, puis plus court. Si vous regardez le schéma ici, c'est le contraire qu'il a fait. Fait que quelque part, là, il y a quelqu'un qui a dessiné le dessin puis s'est trompé de bord quand il l'a dessiné. Je ne sais pas si c'est Netter, celui qui l'a fait dans l'autre version, mais il ne s'entendait pas sur ce qui était vraiment déformation. Ça a l'air anodin, mais quand nous autres, on va mettre des vis directes là-dedans, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est gros, où est-ce qu'ils sont les affaires, puis on ne pouvait pas se fier à ça. Fait que c'est là que j'ai rencontré le Dr. Parent, qui est maintenant mon associé. J'ai dit, va donc faire ton doctorat là-dessus. Il est allé dans des musées, il est allé collecter des spécimens de scoliose dans des musées qui ont des grosses collections de squelettes. Il en a ramassé à peu près une trentaine. Puis là, ils ont toutes mesuré avec des mesures 3D. Puis là, on a défini exactement l'anatomie morphologique de ça. Puis comme vous voyez, quand on est dans la concavité, le pédicule est beaucoup plus petit que quand on est dans la convexité de la courbure. Parce que c'est de la façon dont ça se déforme. Ah, donc, si vous mettez une vis ici, il faut faire attention parce que le pédicule, anatomiquement, est beaucoup plus petit. C'est important parce qu'il y a des grosses structures importantes là. Le D, c'est la moelle. Le A, c'est l'aorte. Donc, nous, on s'en va mettre ça là. Puis évidemment, quand c'est petit tout ça, il faut que le chirurgien ait une connaissance adéquate. Puis c'est donc, les vis pédiculaires, c'est bien bon, c'est bien solide, ça nous permet de corriger, mais il faut être conscient des risques là. Puis malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vous montre ici des cas là, où, par exemple, ici, un patient qui avait des problèmes, puis on voit qu'il y a une vis qui est partiellement dans le canal, donc qui irrite la moelle parce qu'elle a été posée de manière inadéquate. En voici une autre où, visiblement, vous voyez que le pédicule est là, mais la vis est là, puis TA, c'est l'aorte thoracique. Donc, ça peut potentiellement causer des problèmes. Il y a eu des cas, des fois, où, dans ce cas-là particulier, c'est pas fréquent, là, mais ce patient-là avait vraiment une vis qui pénétrait dans l'aorte, donc ce n'est pas l'idéal. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais quand même, à cause de ces choses-là, les traitements actuels sont d'utiliser beaucoup de vis pédiculaires, presque à tous les niveaux, et on a des bien meilleures corrections que ce qu'on avait. Voici le genre de correction qu'on peut avoir. Donc, on corrige beaucoup. On n'est pas 100%, mais on dit qu'on corrige quand même au moins de 70-80% maintenant avec les instrumentations. Ça, les patients sont contents parce que les gibbosités quand même suivent, ne sont peut-être pas autant corrigées, mais quand même, vous voyez ici qu'il n'y a plus beaucoup de gibbosité une fois en postérieur. Donc, on a amélioré quand même beaucoup les traitements avec ça. Et on a développé des techniques de manipulation de la colonne vertébrale avec toutes sortes d'instruments qu'on met sur les vis, puis ça nous permet de manipuler la colonne puis la détourner pour corriger en même temps la déformation des colonnes. Donc là, actuellement, toutes nos techniques utilisent ce principe-là, ou celui-ci, où à chaque niveau, on fait une manipulation pour détourner la colonne, ce qu'on appelle de la dérotation vertébrale directe. Que vous ne verrez pas, j'avais des beaux cas chirurgicaux, mais je ne vous les montre pas. Ça a l'air de ça durant une opération. On avait un film qui montre ça, mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met des extensions sur toutes les vis, puis on peut les manipuler puis les détourner comme ça. Alors donc, on ne corrige pas en distraction, mais à chaque niveau vertébral, on détourne pour corriger la rotation intervertébrale. Donc, c'est certainement de la mécanique, mais c'est assez puissant, puis on peut faire des corrections importantes avec des risques possibles. Donc, c'est une des dernières diapos que je vous montre. Il y a des avantages, c'est clair. C'est pas besoin de faire un saut en parachute pour le démontrer. Ça corrige. Il y a une correction, je pense, 3D qui a été démontrée par des études en 3D. On n'immobilise plus du tout, évidemment. C'est très solide, donc pas besoin de ça. La déformation est stabilisée. Normalement, avec une greffe osseuse, ça ne bouge plus après. Par contre, il y a des gros désavantages. On corrige encore moins la cage thoracique. On est obligé de souder une partie du segment, ce qui n'est pas l'idéal. Il y a une cicatrice, puis il y a des risques que je vous ai expliqués au point de vue chirurgical, neurologiques, infectieux, hématologiques. On peut avoir des bricolages qu'on appelle des choses qui dérangent. Donc, il y a des complications. Il faut balancer le risque versus les avantages du traitement. Je finis sur qu'est-ce qui s'en vient dans le futur en 2010, parce que c'est des choses qu'on est en train de faire actuellement. Alors, il y a différentes tentatives qui ont été faites, et ça, c'est venu surtout parce que quand on a développé les techniques aussi par en avant, on a commencé à faire ce qu'on appelle la thoracoscopie. Donc, au lieu de passer par en arrière, on passe sur le côté du thorax, puis là, on tasse le poumon, on le dégonfle, un des deux poumons, puis là, on a accès à voir la colonne. Alors, ce que vous voyez, c'est la colonne à travers un petit trou qui est faite, qu'on appelle la thoracoscopie, puis on a accès disques, vertèbres, 10 vertèbres. Et
On a commencé à faire des discoïdectomies puis des fusions avec ça. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu, et voici une chirurgie qu'on a faite pendant un certain temps par thoracoscopie. Donc, vous voyez le thorax du patient ici. Et le chirurgien qui fait des petites ouvertures, puis il peut poser toutes les vis, puis mettre des tiges, puis montrer tout ce qu'on faisait par en arrière. C'est bon, mais quand on a revu tout ça, c'est plus fort et mieux corrigé par en arrière que par en avant pour différentes raisons. Donc, ça a tombé un petit peu ces choses-là, mais on a quand même développé la technique pour faire la thoracoscopie. Et heureusement qu'on a fait ça parce que les nouvelles approches qu'on utilise maintenant, c'est ce qu'on appelle la modulation de croissance. Ça a commencé, c'est encore expérimental, mais c'est des chirurgies qu'on fait. C'est un de mes confrères, Dr. Parent, qui fait cette chirurgie-là chez nous parce qu'il a l'expertise pour la thoracoscopie qu'il avait acquise, qu'il n'avait pas utilisée depuis un petit bout de temps, mais que là, on a trouvé une autre façon de le faire. Et le but de ça, c'est de moduler la croissance des patients en ne fusionnant pas la colonne. Ce qu'on fait, c'est qu'on met par thoracoscopie encore des instruments, des vis, mais vous voyez la différence. Si ça, c'est avant, puis ça, c'est après. Qu'est-ce qu'on a mis entre les deux? C'est simplement un câble qui est dans un matériau là, qui tire sur la colonne et qui fait de la compression. Donc, on n'a fait aucune fusion dans cette colonne-là. Tous les espaces discaux sont préservés. Tout ce qu'on a, c'est une espèce de filin ou un câble qui corrige. Et l'idée, c'est de comprimer dans la convexité pour permettre à la concavité de grossir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de Hütter-Volkmann qui dit que quand quelque chose est sous compression sur une plaque de croissance, ça grandit moins, puis de l'autre côté, ça va grandir plus. Alors, c'est ça qu'on fait avec ça. En comprimant le côté convexe qui est habituellement déformé, on permet au côté concave de grandir. Et comme on n'a pas fusionné, les patients peuvent grandir. Je finis là-dessus. Je vais juste vous montrer... ça, j'avais une autre vidéo, mais je passe là-dessus. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne à condition qu'il y ait de la croissance qui reste. Voici un cas d'une patiente quand même très jeune, qui a des cartilages très radio-ouverts, donc qui est très immature, et qui a eu cette chirurgie-là où on a fait une correction initiale quand même déjà. Juste le fait de mettre l'instrumentation et de la mettre en compression, ça corrige. Mais dans les années qui suivent, elle continue à se corriger sans qu'on fasse rien. Pourquoi? Bien, c'est le principe que je vous disais. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la modulation de croissance. Est-ce que c'est... On n'a pas fait de fusion ici. On a la possibilité à la fin d'aller soit couper le câble ou le laisser là, mais on avance. Ce ne sont plus des chirurgies avec fusion de la colonne. Ça demeure que c'est expérimental et les procédures, toutes les patients et les familles signent des consentements opératoires qui disent bien que cette procédure-là, on fait ça depuis quelques années, qu'il y a des indications particulières, mais on pense que dans le futur, c'est quelque chose qui va devenir important. Mais à ce stade-ci, on n'a pas de suite à long terme, mais on trouve qu'il y a certaines progressions quand même qui se font là-dedans. Alors, je termine simplement en disant que tout ce que je vous ai présenté, évidemment, c'est fait avec des collègues de recherche. Dr. Aubin, qui est un ingénieur, qui fait la partie informatique. Dr. Beauséjour est une épidémiologiste qui travaille dans notre groupe. Dr. Moreau, c'est un biologiste moléculaire. Et Stéphane Parent, c'est mon collègue en chirurgie qui fait justement ces thoracoscopies-là. J'arrête ici, puis je suis prêt à prendre vos questions. J'avais des questions plus, mettons, au niveau des corsets. Oui. Je voulais savoir, mettons, vous qui avez été exposé beaucoup à la littérature que vous avez faite pour recherche, est-ce qu'il y aurait des avenues possibles où une combinaison de corsets et de manipulation, y a-t-il des recherches qui vous auraient incité à penser que peut-être des manipulations combinées à un port de corset pourraient aider à améliorer le rétablissement d'une scoliose, ou il n'y avait rien vraiment d'évident à ce niveau-là? Je pense que c'est une bonne idée, mais on est, comme je vous disais, l'enfer est pavé de bonnes idées. Il faut quand même les démontrer. À date, il n'y a pas de littérature convaincante, mais c'est quelque chose. Les affaires d'habitude qui tombent sur le centre, des fois, tombent sur le centre, sont peut-être bonnes. Alors, il y a certainement peut-être de la place pour ça. Quand j'étais, moi, il y a une quinzaine d'années, quand on a fait une méta-analyse de revue là, que je vous ai présentée avec Dr. Rowe, R-O-W-E, on était sur le comité du traitement conservateur de la scoliose, puis on avait fait une revue de littérature avec des chiropraticiens
aux États-Unis à ce moment-là. On avait revu la littérature sur les manipulations. Puis à ce moment-là, avec les chiropraticiens d'ailleurs, on est arrivé à la conclusion qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'évidence scientifique claire de la valeur des manipulations là-dedans. Par contre, chez nous, dans notre groupe, on a des physiothérapeutes qui font de la rééducation de posture, ce qu'on appelle une technique de rééducation posturale globale. Donc, ils font certaines manipulations sur le patient qui leur montrent à faire des corrections qu'ils enseignent. Et il y a une physio qui faisait ça pendant 10 ans qui est venue me voir à un moment donné, qui m'a dit ben, j'aimerais ça prouver que ça marche. J'ai dit OK, j'ai dit fais une maîtrise. Elle a fait une maîtrise. Après ça, elle a dit ben, j'aimerais ça prouver que ça marche plus. Elle a fait un doctorat. Après ça, elle a fait un postdoc. Puis là, maintenant, Carole Fortin est dans notre groupe de recherche. Elle est devenue professeure à l'école de physiothérapie. Puis c'est justement ça le sujet de ses études, c'est de voir les manipulations, l'effet des manipulations. Et là, il utilise toute la technologie 3D qu'on a pour essayer de démontrer ça. J'espère qu'elle va le démontrer, mais il faut le faire encore. Moi, ça me paraît logique de penser que faire des manipulations pourrait améliorer, puis que c'est bon. Il reste quand même à le démontrer. Fait que, oui, c'est une bonne idée, puis il y a quelqu'un dans notre groupe, en tout cas, qui essaie de le démontrer. Puis je pense que c'est tous les gens qui sont ici, s'il y en a qui font de la recherche un jour, c'est à vous autres de démontrer, puis de revoir ce que la littérature vous dit, puis quelle est l'évidence scientifique dans votre domaine en faveur des manipulations, quelles qu'elles soient. Je ne peux pas dire plus que ça pour l'instant. C'est ma connaissance de la littérature à ça. Mais je n'ai pas revu la littérature chiropratique des 20 dernières années. Il y a peut-être d'autres évidences qui sont sorties. Là, ça, je ne suis pas à date là-dedans. Okay. Il y a beaucoup de gens qui font certainement l'exercice et des programmes de physio. C'est très à la mode. Là. Je pense que quand on va dans des congrès là, qui s'occupent de traitement conservateur, il y a une impulsion actuellement. Il y a des études en cours pour ça. Et il y a des données préliminaires qui semblent supporter les exercices dans la correction des scolioses, mais l'évidence solide là, est encore à venir. OK. Merci. Puis là, comme il n'y a personne d'autre, je vais en profiter pour poser une autre question. C'est toi qui représente le groupe. Exact. J'ai sondé tout le monde pendant la... je me demande... Tout le monde te texte les questions. Oui, exact. Ça se passe par les réseaux sociaux. Justement, parlant de réseaux sociaux, vous disiez une des possibilités au niveau de dépistage préventif des scolioses. Selon vous, ce serait peut-être grâce justement aux appareils électroniques et aux réseaux sociaux de faire ça à la maison, puis de référer ensuite en milieu médical si besoin est. Je me demandais si ça allait être vraiment efficace. Si vous pensez que ça va être efficace, puis aussi, c'est quoi l'ouverture, mettons, au niveau actuel au Québec de la part des gouvernements? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de coupures en ce moment dans les milieux médicaux, puis je voulais savoir c'est quoi, mettons, l'ouverture par rapport à vos recherches, puis ce que vous amenez, si vous pensez que dans l'avenir, ça va être intéressant au niveau du gouvernement ou ils vont s'en... Moi, je pense que les autorités vont réagir favorablement si on leur démontre que quelque chose est efficace. Mais on a des croûtes à manger pour le faire. Mais c'est pour ça que moi, je pense que l'avenir là-dedans n'est pas nécessairement dans des mesures nécessairement coûteuses. La première affaire à faire, puis c'est d'ailleurs le sujet de la prochaine étude que je vais faire, on recrute nous autres à chaque année des étudiants. Le prochain que je fais, c'est justement, on va prendre à la clinique d'orthopédie où on voit les scolioses, des parents avec des enfants qui ont des scolioses. Et la première chose qu'on va leur donner, c'est qu'on va leur donner un scoliomètre avec le chose, puis on va leur donner un petit crash course comme on donnerait sur une petite vidéo de 30 secondes qui dit comment faire ça. Puis on va dire, vas-y, mesure, puis dis-moi qu'est-ce que tu mesures, comment faire. Puis après ça, on va voir le gold standard, qui va être la personne qui fait, le médecin qui fait ou le chiro ou n'importe quoi, qui voit ça, qui va mesurer, qui va être la mesure étalon, puis on va comparer les deux dans le but de dire, est-ce qu'un parent est capable de détecter une scoliose ou de mesurer, on pourrait dire, parce qu'on ne veut pas nécessairement détecter, mais mesurer avec un scoliomètre de manière aussi efficace que le ferait un professionnel. Ça n'a pas été prouvé. Je pense que ça reste à faire. Selon moi, oui. Je ne vois pas pourquoi. C'est un geste très simple, ce n'est pas compliqué. Puis les infirmières nous ont déjà démontré que dans les écoles, ils étaient trop bonnes. Ils voyaient tout de suite les petits... Fait que, quand on a un critère, puis un seuil, puis qu'on dit aux parents, mesurez ça. Si vous avez plus que ça, faites ça. C'est des instructions relativement simples. Alors moi, je pense que oui, c'est possible de le faire. Reste à démontrer démontrer qu'ils sont capables. Deuxièmement,
de voir comment on peut faire ça à un coût économique raisonnable. Mais ça demande juste de la diffusion de vidéos et de choses comme ça. Mais c'est sûr qu'il faut penser. Ce n'est pas fait encore, mais nous, nos recherches s'en vont là-dedans, puis on demande actuellement des fonds au gouvernement pour ça, là, pour développer ça. Mais c'est une histoire à suivre. Je n'ai pas la réponse. C'est bon. Merci. OK. Bonjour. Petite question plus niveau clinique. Oui. Vous avez dit que c'était dur de prédire comment une scoliose va évoluer ou encore si elle va évoluer. Mais nous, on a accès à la radiographie. Oui. Puis, vous avez commencé à faire des modélisations pour déterminer s'il va y avoir une évolution. Oui. Je voulais savoir, cliniquement, y a-t-il des facteurs ou des types de scoliose qui sont plus à risque d'évoluer? Comme nous, si on va dire des jeunes adolescentes ont déjà à tel degré de courbure, est-ce qu'il y a des types de scoliose qui sont plus à risque? La réponse c'est oui. Il y a des critères, comme je dis, de cliniques qu'on connaît relativement bien, mais ces critères-là sont relativement approximatifs. Numéro 1, gars-fille. Une fille a plus de risques de progresser statistiquement. Parce que quand on regarde des gens qui ont des grosses scolioses, ceux qu'on opère, là, qui est le endpoint, 80 des filles, 20 des gars. Donc, juste le fait d'être une fille augmente grandement le risque. Fait que ça, c'est déjà une affaire. Parce que quand on regarde, il y a eu des études épidémiologiques qui ont regardé le nombre de petites scolioses. Tu sais, quand on faisait du dépistage scolaire, on envoyait des milliers d'enfants, pas tous les enfants étaient screenés. Fait que là, on a les statistiques sur les petites courbures. Des petites courbures en bas de 20 degrés, là, disons 10, 15 degrés dans ce domaine-là. Il y en a autant chez les gars que chez les filles. Mais quand on regarde des scolioses de 40, 50, 60 degrés, 80 de filles, 20 de gars. Donc, les filles, c'est un facteur de risque. Des questions hormonales, génétiques, tout ça qu'on ne comprend pas encore tout à fait, mais c'est clair que ça, c'en est numéro 1. Numéro 2, c'est la période où on développe la scoliose, donc durant l'adolescence. Plus la personne est jeune, puis ça, on mesure ça habituellement sur les radios par l'indice de Rissam, ça peut être un âge osseux, il y a différentes techniques, tout ça. Puis plus ils sont en poussée de croissance, dans le pic de la poussée de croissance, plus grand est le risque. Donc, traditionnellement, on dit que ça à 0, 1, 2, beaucoup plus à risque. Ensuite de ça, il y a les types de courbures, la forme de la courbure. Il y a certaines courbures qui sont connues comme progressant plus que d'autres. Certaines qui sont connues comme progressant moins. Par exemple, une courbure thoracolombaire versus une double, etc. Il y a eu des facteurs de risque. Et c'est ça que j'expliquais tantôt. Quand on regarde les indices cliniques qu'on a, habituellement, on peut prédire à peu près, on peut expliquer la variance, parce qu'un R carré que je vous ai donné, c'est la variance. On explique à peu près 50 de la variance avec ces facteurs-là. Mais ce n'est pas assez pour... quand moi, je vois une scoliose qui a 20 degrés, puis je dis, bien, est-ce que tu vas avoir besoin, est-ce que tu vas progresser ou pas? J'en ai une petite idée, mais je ne sais pas vraiment. Il faut qu'on augmente l'explication de la variance à 80-90 puis là, on va pouvoir dire, là, elle va progresser, donc elle, je la traite. Mais c'est à venir. C'est pour ça que j'expliquais, on a espoir, nous autres, qu'avec les reconstructions 3D, peut-être des facteurs 3D, qu'on va être capable de dire, au départ, il y a des anomalies qu'on ne voit pas à l'œil nu sur les radiographies 2D, mais qui sont là, puis qui disent qu'elle va progresser. Ou, comme je disais, les prises de sang, peut-être, qui vont nous indiquer ça. Mais ça va être des questions de recherche là, qui s'en viennent. Parfait, merci. Okay. Bonjour, j'ai une petite question concernant votre opinion sur les corsets souples. Vous n'en avez pas vraiment parlé, puis on se demandait s'il y avait des effets positifs ou plus ou moins d'effets par rapport à ça. Ouais, ben les corsets souples, d'abord, il y en a plusieurs sortes. Celui auquel vous êtes probablement plus exposé, c'est on a entendu parler plusieurs. Oui, exact. Ouais. Donc, l'histoire du SpineCore, en gros, ça a été développé à Sainte-Justine. Donc, oui, j'ai une expérience. Pas le brevet qui a été initié, le traitement des SpineCore, je suis un des inventeurs de ça. Il a été ultérieurement, l'idée a été développée par un chirurgien chez nous, en fait deux chirurgiens qui étaient là, qui l'ont popularisé, si on veut. Donc, oui, je connais très bien. L'évidence scientifique de ça, il y en a une certaine, de l'efficacité, mais c'est pas, il n'y a pas autant d'évidence que pour les corsets rigides. Parce que quand on regarde globalement dans le monde, il y a beaucoup plus de corsets rigides actuellement qui se prescrivent. Ce type de corset-là aussi fonctionne de manière différente. Hein? Ce n'est pas du tout le même principe d'une correction
mécanique, il y a un aspect proprioception, il y a des principes différents et les indications qui ont été proposées pour ça sont un peu différentes habituellement de celles des corsets rigides. De sorte que ça se prescrit beaucoup pour des scolioses plus petites. Comme je vous expliquais, plus on a des scolioses petites, plus qu'il y en a dans ce lot-là qui ne progressent pas de toute façon. Il faut faire bien attention quand on fait des études dans ce domaine-là, d'avoir des études vraiment randomisées et contrôlées pour que ce ne soit pas l'effet, comme je disais, si on voit 100 patients et que là-dedans, il y en a 80 qui ne progresseront pas, on peut essayer bien des traitements, puis il va toujours en avoir 80 qui ne progresseront pas. Donc, c'est juste dans le 20 que tu vas faire la différence, puis c'est dans celui-là qu'il faut que tu démontres une différence. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'études randomisées et contrôlées. À date, il y en a eu une seule faite là-dedans avec le Spine Core. C'est une de celles qui a été revue d'ailleurs dans la revue Cochrane. L'évidence a été qualifiée de faible à ce moment-là, par des gens externes qui ont évalué ça. Donc, oui, je pense que c'est un principe intéressant. Hein? On l'a développé pour ça à Sainte-Justine. Malheureusement, il reste encore beaucoup d'expérimentation à faire sur ce corset-là. Mais l'idée est quand même intéressante. Parfait, merci beaucoup. Donc, une petite question, 2 volets pour le dépistage, puis dans le fond, la prévention, là, comme on parlait, les programmes, tout ça au début. Premièrement, il y a eu beaucoup de... L'inquiétude, c'est qu'il y avait beaucoup de références qu'il n'aurait pas dû y avoir là, au départ avec les infirmières, puis tout ça. Donc, vous ne croyez pas que votre programme, mettons, avec les vidéos, avec les parents, puis tout ça, ça va amener beaucoup d'achalandage au niveau médical, puis ça va un peu comme boucher un peu. Très bonne question, puis effectivement, ça va peut-être retrouver exactement le même paradigme. Le pari qu'on fait, encore une fois, ce qui se passait dans le temps, le scoliosis, là, la scoliose de l'école, c'est des personnes qui devenaient très bonnes à détecter n'importe quelle petite asymétrie. Ça, c'est plein d'enfants qui ont des asymétries, qui n'ont pas de scoliose. Donc, on médicalisait beaucoup d'enfants. La différence, c'est que si on fait le pari que si on a un instrument dont l'efficacité est démontrée dans les mains de cliniciens, il n'est pas démontré dans les mains de parents, mais on fait le pari qu'avec un instrument simple et des seuils de référence, on va être capable d'éviter ça. Parce que ce qui a été démontré dans la littérature, c'est que si tu fais un test de flexion vers l'avant, tu mets un scoliomètre, tu mesures 5 degrés ou moins, tu n'as pas de scoliose importante. Donc, ça ne vaut pas la peine de référer, même s'il y a quelque chose. Tu surveilles, puis tu fais. Quand tu dépasses 6 degrés et surtout 7 degrés, là, tu as des scolioses qui peuvent demander un traitement. Parce que c'est une question de seuil. Il n'y a pas une corrélation nécessairement parfaite entre la gibbosité, qui est la déformation des côtes, puis la scoliose. Il y en a une, parce que tu sais, c'est la rotation des côtes. Puis, à cause de ça, les seuils ne sont pas parfaitement précisés. Nous, ce qu'on prend, c'est 6 degrés. Donc, on dit, si tu as 6 degrés ou plus, on va dire aux parents, consultez un médecin, consultez un professionnel de la santé à ce sujet-là. Puis si vous ne voyez pas ça, attendez, mesurez dans 6 mois. Puis s'il y a vraiment quelque chose qui augmente, consultez. Tu as peut-être raison. Peut-être que les parents vont être anxieux, puis de toute façon, ils vont consulter, puis à ce moment-là, ça ne servira à rien. Mais c'est à démontrer. Je ne sais pas. Moi, je fais le pari. Peut-être que les parents vont être avec des consignes adéquates, vont peut-être les respecter, mais tu as peut-être raison. Okay. Puis, comme par rapport à ça, la deuxième partie, là, nous, comme chiropraticiens, bon, à chaque jour, on voit beaucoup de colonnes vertébrales. C'est ce qu'on fait, c'est notre spécialité. On a aussi accès à la radiographie. Vous ne pensez pas qu'un partenariat avec, par exemple, les chiropraticiens ou quoi que ce soit, pour la prévention de la scoliose, ça ne serait pas un moyen plus efficace pour venir faire la prévention de l'évaluation? Oui. Là, je vous donnais la question de dépistage précoce avec l'idée des parents. Mais c'est clair qu'avant ça, il y a bien d'autres choses. Moi, je pense que les chiro, les médecins de famille, les pédiatres qui voient beaucoup d'enfants, tous les gens qui voient beaucoup d'enfants, déjà ça, c'est un target qu'on devrait faire. Tout le monde devrait avoir des scoliomètres dans ces gens-là, puis faire le dépistage. Ça, c'est une mesure préalable. Ça, c'est clair qu'on s'en va vers ça. Mais moi, j'essaie de dire le futur, c'est quoi, là. Mais je pense qu'effectivement, ça va être votre responsabilité si vous voyez, je pense, des enfants qui sont en âge d'être screenés, c'est-à-dire à la fin, entre 10 et 16 ans, typiquement, quand vous les voyez, vous devriez probablement avoir un scoliomètre. Puis si vous trouvez une asymétrie, puis vous trouvez une asymétrie significative, puis encore là, je vous dis, même vous autres qui avez accès à des radios, commencez pas à faire des radios à tous les patients qui ont 3 degrés d'asymétrie. Vous allez retomber dans le problème qu'on avait avant. Mais si vous voyez plus que 6 degrés, il
faut faire une radiographie, suivre ces patients-là, puis faire des traitements. Maintenant, c'est-tu 5, c'est-tu 7? Là, on tombe dans qu'est-ce que tu vas traiter comme scoliose? Ça, c'est toute une autre question. Mais si on se fie aux critères de la SRS, qui dit on traite entre 20 et 45 degrés de scoliose, quand tu prends 6 degrés, tu n'en manqueras pas beaucoup. Si tu prends plus bas que 6 degrés, si tu prends 3 degrés, tu vas encore voir plein de petites scolioses qui ne progressent pas et qui n'ont pas vraiment besoin de traitement. C'est ça le seuil et la différence que ça fait. Fait que certainement, je pense que tout le monde qui est ici, si dans votre pratique, vous voyez des ados, ça devrait faire partie de votre examen clinique. Pas juste un forward bending test. C'est mesure d'une certaine manière, avec soit un vrai scoliomètre, soit au moins votre iPhone, qui n'est pas aussi parfait, mais qu'au moins, et ça ne coûte rien, ou soit avec un chose pour être plus précis, mais quelque chose qui vous permet de dépister ça. Merci. Nous, on fait d'ailleurs la même chose avec nos physios. Maintenant, on a les cliniques à Sainte-Justine. Les physios font des cliniques de dépistage. Maintenant, ce n'est plus nous autres qui faisons ça. Alors, les patients, parce qu'on avait beaucoup de référents, les patients sont vus par des physios ou les infirmières, puis c'est eux autres qui font le test, puis qui décident s'il y a lieu d'aller plus loin ou pas, selon ces critères-là. Je pense que c'est la même chose. Les omnipraticiens, certainement, doivent être sensibilisés, parce qu'actuellement, c'est beaucoup eux autres qui nous réfèrent des patients, puis c'est souvent, ils n'ont pas de scoliose. Donc, il y a un travail à faire là-dedans, c'est sûr, mais ça va se faire, je pense, avec les techniques de diffusion.